Bonsoir tout le monde. Très heureuse de vous retrouver pour cette séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Ville-Marie. Nous sommes le 10 juin. Il est 18h30 et écoutez, j'ai le plaisir d'être accompagnée, comme toujours, de mes collègues membres du Conseil. Tout d'abord, M. Serge Chasseville, qui est le conseiller du district de Peter McGill. M. Robert Baudry, conseiller du district de Saint-Jacques. Mme Sophie Mauserol, conseillère du district de Sainte-Marie, ainsi que Vicky Grondin et Alia Sancournol, nos conseillères désignées. Je tiens également à saluer la présence de Marie-Ève Lamarche, qui est commandante du poste 12. Bonjour. Guillaume Théberge, qui est avec nous, évidemment, commandante du poste du quartier 22. Merci d'être à l'avant pour, entre autres, répondre aux questions des citoyens et citoyennes. Et nous avons deux personnes du service des incendies de Montréal. Merci d'être avec nous, messieurs. Monsieur Dave Waterhouse et monsieur Éric Brassard. Bienvenue dans le conseil d'arrondissement de Ville-Marie. Maintenant, je vais laisser la parole à monsieur Labelle, le directeur de l'arrondissement, pour présenter son équipe. Merci, Madame la mairesse. Je suis accompagné de Jean-Luc Larchevêque, directeur des services administratifs, Alain Dufresne, directeur des travaux publics, oh, cute. Vas-y, Marc. Gina Tremblay, directrice de la culture, des sports, des loisirs et du développement social. Stéphanie Turcotte, directrice de l'aménagement urbain et de la mobilité. Mélissa Lapierre-Grano, chef de la division des communications et des relations avec la communauté qui est derrière. De Maître Anne-Marie Lemieux, secrétaire d'arrondissement. Et Maître Laura Floresco, secrétaire recherchiste. Alors oui, c'est une petite blague parce que pour remercier les troupes lors de la dernière, de l'hiver dernier, vous vous rappelez, on a eu 2 tempêtes de neige une après l'autre. C'est l'équivalent de 74,2 cm de neige qui sont tombés. Puis l'équipe de Ville-Marie a travaillé extrêmement fort. Ville-Marie, c'est un arrondissement où il y a tellement de monde qui y entre et qui y sort, plus l'ensemble des universités, il y a beaucoup de stations de métro, beaucoup de défis. Donc, M. Dufresne, félicitations, mais également à l'ensemble des équipes parce que c'est vraiment un travail d'équipe au niveau de tous les services, mais spécialement pour nos cols bleus puis nos équipes qui ont travaillé sur le déneigement. Quelle belle idée. Alors, moi, j'ai été quand même dans une pépine 2 fois, là, dans une souffleuse. Alors, je mérite ma tuque que je vais porter l'année prochaine. Oui. Vous avez bien raison. Alors, quelques messages à vous partager avant de débuter la séance du conseil régulier. Tout d'abord, cette semaine, ce vendredi, on va inaugurer la place du Pain des Roses. Et on en est extrêmement fiers. Je le répète souvent, mais Montréal est une ville qui est féministe, une ville qui est très fière des luttes et de l'ensemble des manifestations qui ont lieu à Montréal. Mais c'est vrai que le mouvement féministe a continue de porter des luttes extrêmement importantes, des revendications importantes pour les femmes, mais nécessairement, j'ai envie de dire, pour l'ensemble de la population. La Marche du Pain des Roses célèbre son 30e anniversaire cette année. Je suis très contente que dans l'arrondissement de Ville-Marie, on ait choisi un lieu qui est juste à côté du marché Saint-Jacques. C'était anciennement les rues Place Adadegen, voilà. Alors, on va pouvoir enlever ce nom, Adadegen, pas à la place Amherst, pardon, et le remplacer par la place du Pain des Roses. Donc, on en est ravis et puis on va inaugurer cette place dans les prochains jours. Sinon, le mois de juin, c'est le mois des fiertés. C'est toujours un moment fort pour célébrer l'ensemble aussi des luttes et tout le courage dont la communauté, les membres de la communauté LGBTQ 2IA+, et les alliés, là, tous ces combats qui sont portés. Et ce sont des revendications qui sont toujours très d'actualité. J'ai envie de vous dire malheureusement, mais il faut continuer à les porter les voix de celles et ceux qui doivent vivre en sécurité sans aucune forme de discrimination. Alors, on va pouvoir, ce mois-là en est un qui est très important ici à Montréal, avec bien sûr dans Ville-Marie, ici on a le village dont on est très fiers.
Sinon, le début de l'été, c'est beaucoup de festivités dans Ville-Marie. Il y a la Formule 1 qui débute au parc Jean-Drapeau. Il y a les Francopholies vendredi, le festival de jazz la semaine suivante. Toutes les animations dans le village juste à côté. Il y a aussi, je pense, le village au pied du courant qui est sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Il y a tous les festivals musicaux qui vont se produire au parc Jean-Drapeau, les terrasses, les rues piétonnes. Bref, il y a de quoi faire dans l'arrondissement de Ville-Marie. On en est très fiers et là-dessus, je dois aussi remercier l'ensemble des équipes. Encore une fois, M. Dufresne, on vous demande de porter de bons mots à vos équipes. Je sais qu'il y a des sprints de nettoyage, c'est toujours à refaire, on va se le dire, soit du nettoyage, parfois ça peut être des graffitis, des fois ça peut être des dépôts sauvages. Bref, énormément de travail, mais c'est pris avec beaucoup de sérieux et il y a également toutes les escouades de propreté dans différents secteurs qui se font avec des organismes communautaires qu'on a mis en place, qui contribuent aussi au sentiment, à la propreté. Puis peut-être un dernier élément, c'est qu'on souhaitait cette année faire un effort supplémentaire, un effort de plus pour habiller les chantiers. Donc, une grande quantité de chantiers dans le centre-ville et dans le Vieux-Montréal qui sont maintenant habillés, c'est-à-dire qu'on a pu les couvrir tout autour d'un tissu, là, mais c'est plus, comment on appellerait ça, une toile. Mais c'est vraiment pour essayer le plus possible circonscrire les irritants, soit visuels, la poussière, qui sont liés à des chantiers, qui sont nécessaires, mais on veut que la ville soit belle. Peut-être un dernier élément, avec tout ce qui se passe dans Ville-Marie, il y a aussi nécessairement toutes sortes, il y a plein de monde qui s'y trouve. Il y a aussi la question de comment est-ce qu'on soutient les personnes plus vulnérables et comment est-ce qu'on encourage, on s'assure que le sentiment de sécurité est assuré. Donc, c'est un équilibre. On pense que les deux sont possibles, mais il faut y mettre de l'énergie. Mon collègue Robert Baudry en a parlé la semaine dernière, entre autres dans les médias, pour parler des différentes mesures que l'arrondissement de Ville-Marie a décidé de reproduire et de bonifier cette année encore. Bien sûr, je remercie les équipes du SPVM, du service des incendies, qui sont toujours là pour porter main forte. Mais il y a également EMIS, l'escouade, pas l'escouade pantoute, voyons. L'équipe de médiation et d'intervention sociale. Merci beaucoup, M. Baudry. Donc, ceux et celles qui sont plus dans la rue, qui soutiennent les personnes marginalisées, qui peuvent aussi être complémentaires au travail des policiers et policières. Et cette année encore, on a décidé d'ajouter de la sécurité dans certains espaces pour s'assurer que si, par exemple, il y a des activités illicites, pour décourager les gens de venir faire de la criminalité. Donc, vraiment, il y a un travail là, à tous les niveaux qui est fait. Puis avec la question de propreté, tout est dans tout, j'ai envie de vous dire. Donc, on essaie vraiment d'agir sur tous les fronts. En même temps, on est une grande ville, donc ça fait partie un peu de notre réalité, mais on prend ça extrêmement au sérieux. Rapidement, ce soir, on va voter un nouveau règlement sur le bruit. Après la saga de ce qui s'est passé avec j'ai envie de vous dire, le lac Tulipe, mais il peut y avoir des tensions entre certains établissements culturels. Dans Ville-Marie, on en a plusieurs. Ça peut être des petites salles de spectacle. Donc, on essaie toujours de trouver un bon équilibre entre protéger la quiétude des citoyens et citoyennes, mais aussi soutenir la vitalité économique, la vie culturelle nocturne. Alors, on est dans cet esprit-là. Alors, on va passer un nouveau règlement sur le bruit ce soir. Il y a aussi un nouveau parc dans Peter McGill. À chaque fois qu'on peut verdir Peter McGill, on s'en réjouit. C'est on a décidé on a approuvé l'achat du terrain entourant l'église Saint-Jacques dans Peter McGill pour en faire un parc. C'est un petit espace, mais à chaque fois, comme je vous dis, chaque espace vert compte, c'est le cas de le dire, alors on s'en réjouit. Et finalement, au niveau du soutien économique et social, ce soir, nous allons investir près de 500 000 $ dans des projets de dynamisation des lieux publics, parce que Ville-Marie, c'est ça aussi, plein de placettes, des lieux où est-ce qu'on peut faire différentes activités culturelles. Et ça va se faire via la Société de développement commercial du Quartier Latin et celle de Montréal Centre-Ville. Et on va finalement octroyer près de 360 000 $ à près de 13 organismes qui travaillent
travail en développement social et culturel. Là aussi, dans Ville-Marie, il y en a beaucoup d'organismes, mais c'est bien dans la mesure où ils sont complémentaires aux services qu'offre une ville. Ils sont souvent plus ciblés pour différents mandats ou clientèles. Et pour nous, bien, c'est très important de les soutenir. Dernière chose, 164 000 $ qui va être distribué ou enfin octroyé à 6 organismes qui offrent des camps de jour aux enfants cet été. Ça aussi, pour nous, c'est important. Il y a différents statuts socio-économiques dans Ville-Marie. Il y a beaucoup de mixité sociale, économique et culturelle. C'est une bonne chose. Mais peut-être pour ceux pour qui ça serait plus difficile d'avoir un camp de jour, bien, on veut que les enfants puissent en profiter et gigoter pendant la période estivale. Alors, des bonnes nouvelles, je vous dirais, pour ce soir. Et c'est ce qui va nous amener dans notre ordre du jour régulier. Et je vais laisser Madame, voyons, j'ai comme un blanc, Anne-Marie. Madame Lemieux, prendre le relais. Merci, Madame la mairesse. Donc, point 10.02, demande de dérogation mineure, c'est la période d'intervention du public. Un avis a été publié dans l'édition du 24 mai 2025 du quotidien Le Devoir. C'est pour l'immeuble situé au 810 rue Saint-Antoine-Est, un nombre d'étages supérieur à la hauteur maximale autorisée, ainsi que 10.03, des demandes d'autorisation d'exercer un usage conditionnel. Les avis ont été publiés également dans l'édition du 24 mai 2025 du quotidien Le Devoir. Il s'agit des immeubles 1245 rue Sherbrooke-Ouest, un usage résidentiel situé au rez-de-chaussée qui correspond au point 40.10 de l'ordre du jour. Le 2055 rue Drummond, un usage résidentiel situé au rez-de-chaussée qui correspond au point 40.11 de l'ordre du jour. Et le 1341 boulevard René-Lévesque et 1160 rue Panay pour un usage activité communautaire ou socio-culturelle qui correspond au point 40.12 de l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Oui, monsieur. On va vous amener un micro, monsieur. Donc, on aurait des questions sur le premier projet que vous avez énoncé. Nous, on est la coopération, le syndicat sur la rue Saint-Christophe qui est juste en face. On a déjà commencé à avoir des problèmes avec ce projet-là. Donc, on a beaucoup de des gens qui habitent dans notre édifice on est très, très concernés par l'élévation de la bâtisse, entre autres, qui va nous couper notre soleil. Et déjà, on est au courant que Broccoloni a acheté l'édifice qui est juste de l'autre côté de la rue, à côté du stationnement. Il y a déjà des campements d'itinérants qui ont commencé à se former. Le terrain et les gazons ne sont plus coupés. L'année passée, quand j'ai acheté mon condo à cet endroit-là, c'était impeccable, c'était parfait. Donc, il y a déjà un laisser-aller qui a commencé, puis le projet est à peine sur la table. Donc, on est très, très, très concernés, les résidents de la rue Saint-Christophe, par ce projet-là. Puis, on aimerait ça avoir plus de détails pour voir exactement qu'est-ce qu'il y en est, puis qu'est-ce qui va être fait aussi par les services de police pour s'assurer que notre sécurité générale, parce qu'on s'entend qu'un édifice tel qu'il est proposé va prendre des années à construire. C'est pas quelque chose qui va se finir en 2 minutes, là. Donc, on aimerait ça s'assurer qu'il va y avoir une sécurité accrue, puis que le projet va être bien encadré. Bien, écoutez, pour ce qui est des questions plus d'ordre du projet, à ce moment-là, je pense que Mme Turcotte pourra discuter avec vous pour vous donner l'ensemble de l'information. Pour ce qui est de la sécurité publique, à ce moment-là, je vais plutôt vous diriger. C'est c'est Sophie ou c'est Saint-Antoine. Alors, ça sera plutôt M. Baudry, parce que la façon de gérer l'ensemble de la sécurité publique sur le territoire, bien, on le travaille avec, encore une fois, soit EMIS, bien, en fait, tout le monde ensemble, EMIS, policiers, tout ça, fait qu'on pourra, s'il y a des enjeux particuliers, on veut les entendre, on va pouvoir les adresser, Intervenir. et intervenir. Excusez-moi, c'est un anglicisme, pour ça je cherchais le mot, mais on pourra définitivement faire le suivi avec vous. Parce que c'est vrai que ça ne prend pas 2 minutes. Moi, souvent, les immeubles, puis Broccolini, quand même, construit vite. Mais en attendant, on ne voudrait pas que ça devienne un lieu où il y a de l'insécurité puis que ça augmente. On comprend votre préoccupation. Donc, ce que je propose, c'est peut-être de pouvoir avoir 2 suivis. Mme Turcotte, qui est responsable de l'urbanisme, et M. Baudry pour regarder plus l'ensemble de le maintenant puis le pendant. Ça vous va? Peut-être que je ne pense pas que vous avez laissé vos coordonnées. Hein? Je ne pense pas, parce que vous n'êtes pas inscrit à la période de questions. On va regarder ce que je vous invite à faire. Il y a mon collègue qui est un attaché politique de notre équipe. On va prendre vos coordonnées pour pouvoir assurer le suivi des rencontres. Ça me fait plaisir. Monsieur Ajali, oui? Thanks. I have a
question concerning the usage residential on 2055 Rue Drummond. This part of downtown, generally speaking, on the ground floor, it's a commercial use of some type. It could even be an office or a restaurant or something. It's not residential. I've never seen in this area a residential unit on the ground floor. It's really it's out of order, to put it bluntly. I mean, it's out of character for the area. I'm just wondering why this is here, this particular suggestion. C'est Madame Stéphanie vous répond. Madame Turcotte, pardon. En fait, on dit unité résidentielle au rez-de-chaussée, mais c'est pas pour en construire une unité de logement, mais c'est des équipements qui sont accessoires au logement, comme une salle de gym. Donc, c'est vraiment la fonction principale de l'occupation résidentielle au rez-de-chaussée, de même qu'un bureau de location pour les étages supérieurs. You're saying, sorry, I want this clarified, excuse me, that on the ground floor there's not actually a residential unit, there's just something for what? To access service units above, or? C'est ce qu'on appelle des usages accessoires. Donc, What does that mean exactly? En fait, c'est un gym, des équipements qui sont en complément de l'habitation. Donc, c'est le cas. Ça va être un gym et un bureau de location au rez-de-chaussée. Okay, thank you. Ah, pardon. Merci. Merci beaucoup. Alors, Madame Maître Lemieux, je vous laisse poursuivre. Nous sommes donc rendus au point 10.04, adoption de l'ordre du jour de la séance du Conseil d'arrondissement du 10 juin, proposé par Mme Mosrol, appuyé par Mme Hassan-Courneuve. Et on va conserver les noms, la proposeur et appuyeur pour l'ensemble des points. Très bien. Merci, mesdames. Alors, ça nous amène au 10.05, qui est la période de questions des citoyens et citoyennes. Pour ceux qui ne le savent pas, ici, vous avez l'horloge, la minuterie. Donc, 1 minute 30, posez votre question, on vous répond. Et 1 minute 30 supplémentaire pour une question ou une sous-question. Mais bref, c'est votre temps. On vous demande de le respecter, le 1 minute 30, parce qu'il y a bien sûr plusieurs citoyens qui sont ici. Et on a également des questions en ligne. Alors, on commence avec M. Alain non, excusez-moi. Oui, c'est ça. M. Alain Demers. On va vous emmener un micro. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ma question concerne la mobilité. Je crois que c'est Mme Moserol qui est responsable de tout ça. Alors, la voici, à l'heure de pointe en direction est sur la rue Ontario pour aller prendre le pont Jacques-Cartier. Serait-il possible de permettre le virage à droite, bien sûr, sur feu vert, aux 2 voies de circulation sur Ontario? Parce qu'on sait que lors de l'heure de pointe, je crois qu'il y a du stationnement, mais c'est interdit. Donc, on peut sur Ontario tourner la première voie à droite, mais la voie qui est à côté, donc à gauche, elle, c'est pas possible. On doit continuer. Donc, est-ce qu'on pourrait, en permettant aux 2 voies de circulation de tourner à droite, on croit que ça pourrait éviter les émanations de véhicules à moteur qui attendent parfois jusqu'à la rue Plessis pour retourner sur Papineau Sud. Alors, voilà. Merci beaucoup pour la question, M. Demers. Puis vous n'êtes pas le premier là, à nous interpeller concernant cette intersection-là. On sait que c'est extrêmement difficile depuis plusieurs années, d'autant plus depuis les travaux, en fait, du pont-tunnel. On essaie de trouver un équilibre où on veut réorienter le plus de véhicules possible sur les rues artérielles parce qu'on a fait un effort dans les dernières années très important pour pas qu'il y ait de circulation de transit dans les quartiers, sur le bord des écoles, pour pas que les gens court-circuitent dans les quartiers. Malheureusement, ça veut aussi dire qu'on se retrouve avec beaucoup de véhicules sur ces artères-là. Je parlais aussi du fait qu'il y a des travaux là, qui empiètent. Donc,
à ce stade-ci, c'est extrêmement difficile de trouver des solutions. On a regardé beaucoup de choses. C'est aussi quelque chose qu'on travaille avec le MTMD. Comme ils sont responsables des travaux du pont tunnel, ils ont un certain droit de regard sur la gestion des séquençages de feux de circulation, ce genre de choses-là, dans une perspective de libérer le tunnel plus rapidement. Donc, malheureusement, tant et aussi longtemps que les travaux du pont tunnel ne seront pas terminés, on ne sera pas en mesure de reconfigurer cette intersection-là. Mais je tiens à rassurer tout le monde en l'effet que c'est vraiment une intention de la part de tous les élus de sécuriser Ontario, de la rendre plus conviviale, de la rendre une artère de proximité. C'est une volonté de notre administration depuis plusieurs années. Donc, dès que les travaux du pont-tunnel vont être terminés, on va pouvoir mettre des solutions en place, mais pour l'instant, c'est assez compliqué, bien honnêtement. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Stéphane Couture. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Ma question va porter sur la cohabitation sociale. La semaine passée, j'ai regardé le témoignage de votre collègue, Mme Blanco, à la commission parlementaire sur le projet de loi 103. Et j'étais content d'apprendre que la Ville reconnaît l'importance de favoriser une cohabitation harmonieuse sur le territoire, dans le respect de toutes les personnes, y compris les personnes en situation d'itinérance et les autres personnes citoyennes. À plusieurs reprises, elle mentionne qu'il existe plusieurs plans de cohabitation sociale à Montréal. Donc, ma question est la suivante. Existe-t-il un plan de cohabitation sociale dans l'arrondissement Ville-Marie? Si oui, pouvons-nous y avoir accès? Sinon, pourquoi nous n'en avons pas? Oui, merci beaucoup, M. Couture. On l'a annoncé la semaine dernière, justement, notre grand plan estival pour la cohabitation sociale là, qui s'ajoute là, au déploiement de nos équipes EMIS. C'est essentiellement ça, l'intervention de la Ville de Montréal. Donc, les équipes EMIS qui ont été déployées largement dans le centre-ville de Montréal, mais également un plan en 4 volets. Premier volet, intervention sociale dans 3 pôles spécifiques, 13 intervenants supplémentaires d'organismes communautaires qui cumulent 450 heures d'intervention. La fusion opérationnelle des PDQ 21-22 qui nous amène beaucoup plus de policiers aussi sur le terrain, donc peut-être une trentaine de policiers qui sont réaffectés à de l'intervention sur le terrain plutôt qu'à des tâches administratives, en rapprochant aussi les enquêtes plus proches, en les amenant dans les bureaux des arrondissements de Ville-Marie. Le projet pilote aussi de sécurité, l'agence de sécurité qui vient intervenir pour faire de la surveillance des yeux et des oreilles sur des points chauds qui sont identifiés, qu'on va pouvoir aussi guider en fonction de l'évolution des différents enjeux de cohabitation sur le territoire, surtout les enjeux d'incivilité et de criminalité qui pourraient rapporter des éléments policiers. Et finalement, ça c'est une nouveauté cette année, nos brigades de propreté à l'année, donc des brigades qui se composent souvent des gens qui sont en réinsertion sociale, GIC, sac à dos, spec de rue. Donc vraiment, on offre aussi des options aux gens qui sont en réinsertion sociale. Alors ça, c'est le plan estival pour Ville-Marie, mais aussi des mesures qui vont durer tout au long de l'année. OK, mais je comprends que ce n'est pas sous l'appellation d'un plan de cohabitation sociale, mais il y a une panoplie d'activités en cohabitation sociale, parce que Sud-Ouest, OK, ont un plan, ça s'appelle un plan. Donc, ce que vous appelez, c'est plutôt une liste, un éventail très large d'activités en cohabitation sociale. J'ai une deuxième question, si c'est possible, ou une sous-question. Vous avez énuméré plein d'activités estivales, mais il y en a à l'année qui sont pérennisées. Moi, comme citoyen, je sais que vous faites plusieurs choses à gauche et à droite, mais ça me semble beaucoup du saupoudrage. Et j'aimerais ça avoir la liste des montants que vous consacrez l'arrondissement ou la ville, OK, dans l'arrondissement Ville-Marie, par montant, par organisme, depuis 8 ans, par année. Parce que vous faites beaucoup d'annonces, vous faites des publications sur Facebook, mais on ne voit pas la totalité de l'ensemble de l'œuvre depuis 8 ans. On voit plutôt des bons coups de la semaine, ou plutôt du mois, ou pour à quelques semaines peut-être d'une élection municipale. En fait, oui, je vais répondre. Écoutez, moi, j'appelle pas ça des activités, là. Moi, j'appelle ça, peut-être que vous, ce que vous voulez, c'est avoir un PowerPoint. On peut vous en monter un, là, ça nous fera plaisir. Mais je pense que les efforts de l'arrondissement de Ville-Marie avec la Ville-Centre, et moi, je ne pourrais pas acquiescer à votre réponse de dire, vous m'excuserez, mais j'avoue qu'on est particulièrement occupé avec le SPVM, c'est un budget de la Ville, qu'on travaille avec le chef de police de la Ville de Montréal. Et là, on vient d'annoncer d'ajouter des bots, de pouvoir jouer avec, de pouvoir voir à même les effectifs de Ville-Marie pour s'assurer qu'il y ait les gens au bon endroit, le bon endroit. Fait que quand vous dites une activité, pour moi, je pense à une activité culturelle. C'est le fun, une activité. Moi, je peux vous dire
que c'est un poste budgétaire, le SPVM au sein de la Ville de Montréal, c'est des efforts concertés. Et Miss, c'est la Ville de Montréal qui le prend au grand complet. Fait que c'est pas qu'on veut pas acquiescer à votre demande, mais honnêtement, les sommes, il y a probablement le développement social qui est spécifique à Ville-Marie, mais dès qu'on tombe dans la sécurité, puis quand on tombe dans, puis moi je vais mettre Émis là-dedans, là on tombe dans des budgets vraiment de la Ville de Montréal. Mais je veux vraiment saluer à la fois mon collègue, mais aussi M. Daguerre, parce que il y a une grande compréhension. Tu sais, d'année en année, on voit que la situation s'empire. C'est-à-dire que plus de vulnérabilité, nécessairement, les gens vont où ils peuvent. On a présentement, je pense que vous le voyez là, il y a des campements qui augmentent. Donc, il y a toute cet équilibre à aller chercher. Mais je veux vraiment vous assurer que pour nous, depuis le jour 1, puis j'ai envie de dire, là, depuis plusieurs années, on ne lâche pas à soit augmenter, réaffecter, développer des nouveaux outils pour toujours être plus efficace. Puis peut-être que le montant qui serait peut-être plus facile à vous sortir pour l'arrondissement, ce serait les ressources supplémentaires en sécurité privée que l'arrondissement de Ville-Marie, on a décidé de déployer en collaboration avec le SPVM pour, encore une fois, s'assurer qu'on puisse assurer ce sentiment de sécurité. Donc, on pourra vous remettre comme on peut, mais c'est pas parce qu'on veut pas être transparent puis pas vous le donner. C'est juste qu'honnêtement, faudrait compiler là, le travail qui est fait à la Ville-Centre. Envoyez-moi ce que vous avez. Quand j'ai appelé ça Avec activité, plaisir. ça aurait pu être mesure, intervention structurante. Là, j'ai peut-être pas utilisé le bon terme selon votre. Oui, je comprends. C'est juste. Mais encore, comme citoyen, on sait que vous faites des choses, mais pourquoi pas faire un document, parce que c'est important de comptabiliser, Correct, mais de faire un bilan. Si vous voulez un PowerPoint, on va vous en faire un. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas personne ici qui peut penser que, je veux dire, le plan, je veux dire, il est écrit, là, pour pouvoir mobiliser des équipes, il faut avoir des directives, il faut avoir une orientation, il faut avoir tout ça, là. Mais on va vous faire quelque chose avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Ajali. Good evening, everyone. I have two questions. The first one concerns parks in my district, Peter McGill, and the second one is assistance for the Y. I'm just following up from questions I gave you at the last meeting, because we don't have much of a chance to exchange views. The first question I asked, if I can have your attention, please. I asked you, actually, Madame Plant, about financing for 3 additional parks that we need in our district. And she said, if I am correct, correct me if I'm not, that the budget for this year was fixed. She used the expression terminé. And as for the next year, 2026, that this would reflect the priorities of the next administration. So she wasn't in a position to commit anything. Since then, I've actually looked at the budget for this year, and what I found out is that it allocates, this is the budget of the City of Montreal, $735 million for recreational facilities. That's the operational budget. And the investment budget for the next 10 years allocates $3,892 million, that's almost $4 billion, for parks and recreational facilities. So my question is this: is there not a little bit of flexibility? Can you not get, from this huge sum of money, some money to begin giving us the additional parks that I explained that we needed? And just to follow on the other point about if that's not possible, so far as next year's budget goes, so far as I know, it's being determined now because I took part last week in a pre-budget consultation process. So it seems to me that it is open to determine exactly how that money is going to be allocated. Merci. So Alors, that's non, what I ben, want to know, whether you can take money J'ai from the compris, present Monsieur budget Ajali. or Ajali, from j'ai the compris. future budget. J'ai compris.
Donc, pour ce qui est du budget qui est déjà décidé, la réponse est non. On fait déjà une préparation de budget. C'est normal que vous y ayez participé, mais le nouveau budget doit être adopté et peut être modifié jusqu'à la dernière minute par la nouvelle administration. Et d'ailleurs, dans les statuts juridiques, on peut voter un budget jusqu'autour du 15 janvier, ce qui permet à une nouvelle administration qui déciderait de tout mettre à terre puis de recommencer, elle pourrait le faire. J'aurais envie de dire bonne chance, là, mais en tout cas, c'est faisable. Et pour ce qui est des sommes d'argent allouées, évidemment qu'il y a de la flexibilité, M. Ajali, puis je pense qu'on a toujours démontré beaucoup d'ouverture, mais on vous l'a dit ici, puis on ne va pas négocier sur la place publique ni les espaces verts ou les terrains qu'on va acheter pour faire du logement social. Donc, je pense que notre volonté a toujours été là. On essaie de faire ce que l'on peut, que ce soit dans le Vieux-Montréal, que ce soit dans Peter McGill où ça manque d'espace vert. Pour nous, c'est extrêmement important, puis on va continuer dans ce sens-là. Votre deuxième question? I've not heard any commitments on your part. Anyhow. Parce que je ne serai plus la mairesse. Fait que ce que je vous dis, puis l'argent est propice, mais en même temps, que ce soit l'arrondissement ou la ville, il y a un ensemble de besoins. Et c'est pour cette raison, je ne serai plus la mairesse à partir du 2 novembre, M. Ajali. Okay, I was talking about the 25 budget. Anyhow, my second question once again goes back to support for the Y. And I'm referring here to Mme Grondin's answer to me last time. She said that as my request involved, real estate strategies and things of this nature, zoning changes, she couldn't reply to it. So I want to substitute a very simple request that I'm asking the city to do as a kind of preliminary step. Remember, my overall idea was that the city should assist the Y to itself increase its revenue so it can remain open and offer good services to the public. So one suggestion would be very simply this, to give the Y the money to provide, leaflets, as it were, to the residents, not just of Peter McGill, incidentally, because I realize now there used to be a Y in the complex Guy Favreau, further east, and that was ended in 2019. So the Y should really be serving all the area west of Saint Laurent Boulevard. And in fact, if you see on the map, it's centrally located for the whole area. So what I'm asking is that the city assist the Y to advertise its facilities to all the people living west of Saint Laurent Boulevard, let's say, and also to the people who work there. Because according to Montreal Centreville, which is a kind of local commercial development organization, there are 300,000 people working downtown, all of whom could potentially use the facilities of the Y. And they could work with that organization, the Centreville, because they have 5,000 members. That would be an entry on va point. vous répondre à votre question. Yeah, just a minute, please. Non. And also, finally, as I said before... ça fait 2 fois que vous dépassez votre temps, c'est pour ça. C'est parce que quand on dit 1 minute 30, vous en rajoutez. Okay. Donc, non, mais je pense que votre question, allez-y rapidement, mais sinon, on va pouvoir vous répondre. And finally, as I said before, there are the 50,000 students of Concordia. So I'm asking the city to help the Y to contact basically potentially 420,000 people to see if they can work up business to remain in open. That's my question. Can you just do that very simple financial assistance? M. Ajali, on a compris votre question. Okay. What's the answer? Merci pour votre présence, M. Ajali. Je sais que vous avez le bien-être des citoyens de Peter McGill à cœur, puis que c'est pour ça que vous êtes là à tous les mois, que vous nous posez cette question-là. Ces questions-là, écoutez, c'est vrai, je vous ai répondu ça la dernière fois. Je vous ai aussi dit que j'étais ouverte à la discussion, à pouvoir discuter avec vous. J'ai malheureusement pas eu de vos nouvelles. En fait, je suis allée plus en profondeur dans le dossier, puis ce que j'ai pu comprendre par rapport au YMCA, c'est que les infrastructures de la piscine, spécifiquement, étaient vétustes. Il faut tout refaire à neuf. Donc, vous comprendrez que c'est des investissements qui sont excessivement importants pour l'arrondissement. Et puis, les infrastructures qu'on a déjà en place ont aussi beaucoup besoin d'amour, comme c'est le cas un peu partout. C'est le cas également à la Chine, c'est le cas dans tous les arrondissements de Montréal. Donc, il faut faire des choix. Donc, ce que je vous dirais dans ce cas-ci, malheureusement, on va laisser le YMCA trouver des solutions pour pouvoir répondre à cette situation-là. En ce qui nous concerne, on va vraiment se concentrer sur bonifier les infrastructures qui sont existantes. C'est la réponse que j'ai à vous donner ce soir. Merci beaucoup. Monsieur Gaétan Auger. Oui, bonsoir à tous. J'ai remis des documents. Je pense qu'il y a malheureusement seulement une copie, mais peut-être que vous pouvez suivre. Il y a quelques photos, puis il y a quelques extraits
Donc, moi, c'est Gaëtan G. J'habite Sainte-Marie depuis presque 20 ans et j'ai participé aux consultations, les PPU de Sainte-Marie, des Faubourgs, tout ça. Et c'était très intéressant, les résolutions qui ont été adoptées à ce moment-là. On parlait de verdissement du quartier, on parlait d'apaisement de la circulation. Et il y a des choses qui ont été faites, mais il en reste encore beaucoup à faire. Et pourquoi je suis ici ce soir, ça fait longtemps que je ne suis pas venu, c'est que j'étais vraiment touché par le fait qu'on a refait les trottoirs sur Parthenay, au sud de Sainte-Catherine, et on a fait aussi les trottoirs sur Sainte-Catherine, entre Deslormiers et Parthenay. Aucune plantation d'arbres. Et je ne comprends pas. Parce qu'il y a 3-4 ans, quand le constructeur Esplanade Cartier a commencé à construire, on a enlevé une demi-douzaine d'arbres sur Parthenay. J'ai contacté la ville m'a dit, quand on va refaire les trottoirs, on va les faire plus larges et il y aura de l'espace. On a coulé le ciment, il n'y a aucun arbre. Oui, la première question, c'est que, j'aimerais savoir pourquoi, mais j'ai une proposition, un projet pilote. Étant donné que là, les trottoirs sont coulés, tout ça, est-ce que ce serait possible d'avoir des bacs avec des arbres et des fleurs entre le pont et Parthenay? Parfait. On vous répond. Attendez, on va vous répondre, puis après ça, on pourra continuer, M. Auger. Bien, merci beaucoup pour votre question. Vous avez tout à fait raison de dire que c'est très minéralisé, ce secteur-là, puis que Sainte-Catherine, dans ce secteur-là, a besoin de beaucoup d'amour. Cela étant dit, évidemment, là, quand l'Esplanade Cartier a fait ses travaux, c'est sûr qu'ils se sont mobilisés sur l'espace public. Il y a eu certains bris, donc on répare. Or, il n'y avait pas de grands travaux d'infrastructure à faire sur Sainte-Catherine. Vous savez, vous l'avez vu, vous avez nommé Parthenay, mais tu sais, je peux vous parler d'Iberville, je peux vous parler de Frontenac. Quand on a du souterrain à faire, Folum qui s'en vient, on a refait. Monsieur Auger, attendez, on va répondre. C'est ça. Alors, quand on a des gros travaux d'infrastructure à faire, on en profite tout le temps pour revoir, dans le fond, le partage de l'espace public, élargir les trottoirs, agrandir les fosses d'arbres, mettre des bandes cyclables quand c'est nécessaire, mettre des saillies de trottoir. Quand il n'y a pas de travaux d'infrastructure majeurs, comme là, puis là, je vais utiliser un mauvais mot, comme du repatchage post-chantier privé. C'est sûr que là, ce n'est pas l'occasion de faire ce genre de travaux-là, mais dès que Sainte-Catherine, dans ce secteur-là, va devoir être refaite, au même titre que Sainte-Catherine plus à l'ouest, au même titre que d'autres rues, évidemment qu'on va saisir cette opportunité-là. En plus, avec l'Esplanade, ce sont plein de nouveaux citoyens et citoyennes qui vont venir s'ajouter. Donc, il va vraiment avoir là, un besoin, une nécessité là, de requalifier cette rue-là. Mais ça fait 15 ans qu'on attend. Si j'ai remis une photo, entre autres, des photos, on regarde l'est et l'ouest. À partir du pont, à l'ouest, il y a des arbres et à l'est, il n'y en a pas. Et c'est comme ça depuis 15 ans. Donc, l'idée d'un projet pilote, qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, a priori, je trouve que c'est une excellente idée. On veut saisir toutes les opportunités pour verdir, pour bonifier les aménagements. Il faut voir la largeur du trottoir, qu'est-ce qu'on peut installer comme mobilier, mais ça va nous faire plaisir de regarder. Puis s'il y a des opportunités, on va les saisir avec grand plaisir. Là. Absolument. Ma deuxième sous-question, ça regarde encore, c'est plus une solution permanente, c'est-à-dire avoir des saillies de rue, un peu comme on a sur Parthenay, nord de Logan, de prolonger sur Parthenay, mais aussi sur Sainte-Catherine. Et aussi, au niveau de l'intersection Deslormiers-Parthenay, c'est très dangereux. Oui. Il y a beaucoup de gens qui traversent là. Il y a souvent des policiers qui sont là pour faire la circulation. Si on avait une intersection un peu surélevée, texturée, comme ça se voit ailleurs dans certains quartiers, certaines villes, ça serait plus sécurisant. Et je remarque aussi que la limite de vitesse qui est de 30, elle se trouve affichée seulement après la rue Folland. Alors, les gens descendent du pont, Ils la voient pas. ils se pensent encore sur le pont, ils roulent à, c'est 50 la limite, mais ils sont à 70. Donc, peut-être de mettre une signalisation plus tôt et peut-être un saillie pour ralentir les gens. Donc, ça serait à long terme. Oui, tout à fait. Bien, écoutez, pour le verdissement, je vais dire un peu comme temporaire, parce que ce que disait ma collègue Sophie est vraiment important. Même une saillie, mine de rien, là, c'est quand on refait des travaux en souterrain, parce que ce qu'on a décidé comme administration, c'est que tant qu'à
C'est pénible, hein, les travaux souterrains, c'est long. Mais quand on referme, soit on agrandit les trottoirs, on fait des dos d'âne, on fait des saillies. Tu sais, c'est tout ça qu'on fait comme dans d'autres secteurs ailleurs dans la ville. Puis on a commencé à le faire dans Sainte-Marie, plus dans le coin de l'école Saint-Arsène et tout ça. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que quand on va, encore une fois, comme Sophie disait, quand on va refaire les infras, c'est sûr qu'au complet, et cette intersection-là va être bonifiée. Ceci étant dit, parce je vais vous dire la vérité, là, ça ne sera pas demain. Donc, moi, je pense que si on est capable de trouver du, en guillemets, temporaire, je pense qu'au niveau des traverses, si jamais il y a une job de plus à faire, nous, on est tout à fait en faveur des photoradars. Je pense que ça pourrait être un bon spot. Bon, là, on chicane un peu le Québec là, pour en avoir plus, mais bon, tu sais, il en demeure pas moins qu'il y a des choses qu'on peut faire, mais le big shebang, là, la grosse... parce qu'il va y en avoir du monde là, qui vont arriver dans ce coin-là. Là. Déjà. Puis on veut plein de familles. Puis C'est incroyable. Il y a des milliers de nouveaux logements. Absolument. Donc, Les M. Auger, fonctionnaires qui arrivent aussi. donc, ce que je propose, bien, on pourra se jaser, puis ça nous fera plaisir de regarder ce qu'on peut faire. C'est sûr que ça sera temporaire l'été, on va l'enlever l'hiver. Il faut regarder un mobilier qui est adapté, là, qu'on ne puisse pas juste partir avec en plein milieu de la nuit, mais on va trouver des solutions. C'est déjà un plus. Oui, oui, tout à fait. Merci pour votre implication. Merci. Monsieur Michel Tanguay, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. J'ai une question pour Monsieur le conseiller Baudry. Il y a de ça à peu près un an, je vous ai posé la même question. J'ai eu un suivi, c'est à propos du stationnement sur la rue de Bullion, entre Charlotte et Sainte-Catherine. Vous avez donné ça à un fonctionnaire, il m'a envoyé un courriel, j'ai eu la réponse, c'est parfait. La réponse, c'est que c'était trop étroit. Moi, quand je suis arrivé en 2005, je pouvais stationner, donc on a déjà stationné. Là, je ne veux pas critiquer jusqu'à la fin des temps. Moi, je vous propose ce que j'ai déjà vu sur le plateau Mont-Royal. La ville avait tiré une ligne puis avait mis des panneaux petites voitures seulement. Donc, on élimine les gros 4 roues motrices, les camionnettes à 3/4 de tonne. Est-ce que vous êtes ouvert aux suggestions? Et moi, je parle là, il va y avoir des immeubles qui vont être ajoutés. Il y a le FIDES qui s'en vient. Il y a de plus en plus de condos. Est-ce qu'on peut aller voir toutes les rues où on peut ajouter un peu de stationnement vignette, on paie des taxes? Mm-hmm. Je vous propose quelque chose. En fait, ce que je vous propose, parce qu'effectivement, je n'avais pas eu de vos nouvelles depuis à peu près un an là, par rapport à cet enjeu-là. Donc, je pensais qu'il avait été solutionné honnêtement puis qu'on avait trouvé une solution finalement. Ce que je constate, c'est que non. Puis c'est vrai que c'est un secteur, je passe souvent, là, c'est très chargé, question travaux privés. Là. Il y a plusieurs travaux dans ce secteur-là. L'UQAM aussi, qui n'était pas très, très loin, là, qui avait eu des impacts sur les travaux puis les accès. Ce qu'on pourrait faire, c'est prendre un rendez-vous pour aller le marcher ensemble, si vous voulez, pour voir un peu c'est quoi les options que vous observez sur les endroits où on pourrait peut-être aller chercher de la vignette. On pourrait s'assurer d'avoir mon collègue Albert, là, qui est ici, là, qui s'occupe des enjeux de mobilité puis d'urbanisme, d'y aller ensemble, puis regarder justement en termes d'approche innovante ou peut-être d'endroits où on n'aurait pas cru bon les voir, mais que vous constatez que ça pourrait être intéressant, peut-être avec quelques voisins. Là, je vous le propose, ça pourrait être intéressant. Je vous rappelle, on a perdu la rue du Crac, Berger. Ça, il n'y a plus personne qui veut stationner là. Il faudrait être fou pour le faire, d'ailleurs. Mais il y a d'autres rues, d'autre côté de Sainte-Catherine. Moi, je n'ai pas besoin de faire le tour avec vous. Je pense qu'un fonctionnaire peut faire le tour, peut comprendre par lui-même. Deuxièmement, ma question, c'est à la mairesse. Je suis certain que vous êtes au courant, mais on a des poubelles recyclage dans tout l'arrondissement Ville-Marie. Moi, jour après jour, depuis des années, je vois un couvercle vert. Il y avait un cordon en acier qui a été coupé. Là, les gens arrivent, mettent le verre à côté. Je ne sais pas quel recyclage on veut, où on recycle quoi. Puis moi, je vois 2 poubelles pleines de détritus. Là, on veut avoir une empreinte verte, envoyer moins de déchets. C'est quoi? Est-ce qu'il y a un projet pour avoir une meilleure poubelle puis savoir ce qu'on met dedans? Bien, concernant la poubelle, je ne peux pas vous répondre comme ça. On pourrait vous revenir avec plus le service, le BMGR, là, excusez-moi l'acronyme, mais c'est vraiment comme le service de l'environnement de la Ville de Montréal. Donc, il y a peut-être une réflexion puis que moi, je ne le sais pas. Donc, ça va me faire plaisir. Puis en général, c'est pour l'ensemble de la Ville quand on est dans les bacs à recyclage. Ça, c'est pour ça. Puis, c'est quoi votre deuxième question? On recycle quoi? C'est une poubelle? Les poubelles sont identiques? Je veux pas... entendez-moi bien. Ah, vous allez vouloir répondre. Mais j'ai envie de vous dire, je sais pas, moi, chez nous, il y a comme la poubelle, puis il y a le recyclage, il y a du recyclage dedans, puis mes voisins aussi. Fait que je veux pas non plus comme... Les poubelles publiques. Ah, les poubelles publiques. Bon, je vais laisser mon collègue. Je suis pas sûre que je comprends bien. Moi, j'ai mal compris. C'est pour ça le couvert vert, les poubelles sur le trottoir.
OK. Monsieur Dufresne, allez-y, là, puisque je ne voudrais pas créer de la confusion. Si on parle des paniers sur rue, souvent, il y a un duo qu'on appelle. Il y en a un vert et il y en a un gris. Donc, il y a une poubelle et un recyclage. C'est le but. Il y a des endroits qu'il y a 2 poubelles parce qu'il y a un besoin puis le recyclage ne se fait pas, etc. Mais en général, on a à 900 endroits là, dans l'arrondissement, sur les trottoirs, un 900 duos, donc un panier pour le recyclage et un panier pour les poubelles. Mais est-ce que vous êtes d'accord que ça ne fonctionne pas? Bien, moi, je peux vous dire que les premières années qu'on a fait ça, on a fait trier. On faisait ramasser le recyclage. On le faisait trier pour voir c'est quoi qu'il y avait comme contamination et le taux de recyclage bon était de 80 %. Donc, ça vaut la peine. Vous m'avez parlé de l'éducation. Pour nous, c'est super important. Je sais que on a la chance dans la Ville-Marie d'avoir 3 écoquartiers. Quand il y a des enjeux ciblés, quand on a l'impression peut-être qu'il y a un pâté de maison ou dans un coin où est-ce qu'il y a clairement de l'incompréhension, mais là, c'est plus pour le recyclage individuel, mais on peut porter main forte. Fait que ça pourrait peut-être être une piste, mais on va continuer à faire des campagnes de sensibilisation parce qu'effectivement, le but, c'est que les gens respectent les consignes là, le plus possible. Et dernier élément, juste concernant les stationnements, c'est intéressant ce que vous dites pour le plateau Mont-Royal sur les stationnements de petites voitures. On va aller voir. Je voudrais quand même mentionner, et je serais curieuse de voir dans le plateau comment ils gèrent ça, parce que souvent, l'étroitesse, peut-être, c'est qu'on veut s'assurer que le service des incendies puis le service de police, bien, les premiers répondants, puissent bouger. Hein? Alors, peut-être qu'au plateau, il y a une route alternative. Tu sais, je ne le sais pas, mais je trouve ça très intéressant, puis on va pouvoir, on va l'explorer, mais ça ne sera pas juste un fonctionnaire. Je pense qu'on va avoir le service des incendies qui vont venir avec nous faire un petit tour de camion. Merci beaucoup pour vos questions. Monsieur Duval. Bonsoir à tous. J'avais pensé poser une question précise, mais je vais la changer. M'est venue une autre idée. Voyant la présence d'un commandant d'un poste de quartier, ça m'est venu à l'idée. Moi, vous savez, je ne reconnais plus bien gros ma ville. Montréal a beaucoup changé, puis pas nécessairement pour le mieux. Avec toutes les... Je vais prendre le 2 pour 1, là, le duo. Là. Ouais. Et il y a eu, corrigez-moi si je me trompe, commandant, est-ce qu'il y a eu 900 manifestations cette année à Montréal? Tout près? Je connais vos données. L'idée, c'est que ça fait 8 ans que vous êtes au pouvoir. Ça fait, moi, près de 6 ans que je martèle sur les caméras corporelles. Qu'on devrait avoir ça à Montréal, c'est pas un luxe, c'est une protection pour les citoyens. C'est une protection pour les policiers. Parce qu'il y en a qui utilisent leurs caméras à contre eux. Puis si vous auriez des caméras corporelles, ça serait à votre défense. Puis en même temps, nous, comme citoyens, on pourrait se protéger des ripoux dans la police. Hein? Parce qu'il y en a. Oui, on n'est pas tous parfaits comme humains. Hein? Où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Puis les curés ont commis des crimes. Puis il y a des maires, il y a un maire à Montréal qui a fait la prison. Fait que vous pouvez vous imaginer là, dans l'ensemble là, du portrait. Alors, moi, vous avez dit que les caméras corporelles, il n'y en aurait pas à Montréal. Puis j'ai été déçu à un moment donné. Puis vous avez dit, pour vous défendre de ce problème-là, là, parce que vous savez, ça a coûté 100 millions la place des Montréalaises qui vient d'être terminée. Ça a coûté 100 millions, ça. 100 millions, madame, vous le savez. Sur la montagne, ce que vous êtes en train de planifier là, va coûter 200 millions pour les cyclistes. On n'a toujours pas de caméra corporelle pour se protéger, nous, les citoyens. Alors, 100 millions ici, puis 200 à Camélien-Wood, là, ça fait 300 millions, juste ça. Là. Les caméras corporelles, elles auraient coûté, là, au moment où est-ce qu'on discutait de ça, 20 millions, 30 millions, puis c'est pas encore fait. Puis je m'explique mal que vous n'avez pas été capable de prendre un certain montant pour protéger les Montréalais que nous sommes. Puis il y a eu 900 manifestations. 900! Où est-ce qu'il y aurait eu une petite gêne, les manifestants, qui cassaient partout, si les policiers auraient été munis de caméras corporelles parce qu'il y aurait eu des preuves. Vous avez dit à un moment donné, ouais, mais pour vous défendre de ça, Québec regarde ça,
Écoutez, ça va prendre 20 ans. Ça va prendre la décision d'un fonctionnaire. Prenez donc les devants comme leader politique, puis dire on va le commencer, puis ils nous suivront. On est la moitié de la population au Québec. La moitié. On pourrait faire le projet. Alors, votre question, pourquoi qu'au lieu de faire connaître la ville de Montréal dans le dictionnaire avec les cônes oranges, pourquoi vous n'avez pas mis de l'avant les caméras corporelles pour faire plaisir aux citoyens puis les protéger? Donc, peut-être des petites rectifications. La place des Montréalaises, 100 millions. La voie Comilien-Aude qui n'est pas encore faite et qui ne sera pas uniquement une voie cyclable, qui va devenir un chemin Amstead, un deuxième, où on va permettre de reboiser le Mont-Royal qui est très utilisé, puis on est bien content. C'est pas 200 millions, absolument pas. De toute façon, à ce que je sache, là, pour l'instant, c'est pas fait. Ceci étant dit, et peut-être pour des questions peut-être d'ordre de rhétorique, les deux projets qu'on vient de mentionner, ça s'inscrit dans le budget décennal de la Ville de Montréal. C'est des investissements sur 10 ans. On les amortit sur 10 ans. Le 100 millions, mettons, pour la place des Montréalais, ça n'a pas été dans les taxes des Montréalais cette année, c'est amorti sur 10 ans. C'est important de le dire. Parce que c'est pas vrai que c'est un puis que c'est l'autre. C'est plus compliqué que ça. Le budget du service de police de la Ville de Montréal et tout ce qui touche, ça, par contre, c'est dans le budget. C'est ce qu'on paye par année. Alors, c'est de l'argent, c'est du dur, c'est du sonnant. Maintenant, puis c'est pas pour dire qu'un n'est pas important, mais c'est pas la même façon. C'est comme quand on répare sa maison puis quand on va à l'épicerie, c'est deux budgets différents. Maintenant, pour ce qui est des caméras portatives, je vais vous dire la raison pour laquelle on a... Qu'est-ce que j'ai... Ben, il y en a qui disent portatives aussi, mais bon. Bon, Monsieur Duval, c'est correct. Bon, moi, je vais l'appeler portative, corporelle, on l'appellera comme on veut. Là, c'est pas, je pense qu'on sait de quoi on parle, si je suis votre question. La raison pour laquelle on attend Québec, c'est parce que quand Montréal a fait un projet pilote, le problème qu'on a eu, c'est que quand on filme, c'est pour pouvoir l'utiliser comme preuve, soit pour protéger les policiers, soit pour protéger les citoyens. Et là, on s'est rendu compte, avec le projet pilote, l'argent des Montréalais, que c'était pas la bonne technologie pour pouvoir être pris en preuve à la Cour du Québec ou à la Cour municipale. Non, Monsieur Duval. Ah, bon. Monsieur Duval, non, c'est pas ça mon point. Mon point, c'est que ce que je vous dis, c'est que quand le gouvernement du Québec, via la sécurité publique du Québec, dit on devrait avoir le même système à travers la province, bien, moi, je peux pas être vraiment en désaccord avec ça, surtout que je considère que la sécurité publique, puis une personne qui se fait arrêter à Montréal, ça se pourrait qu'elle se retrouve dans d'autres banques, qu'elle se retrouve ailleurs. Moi, je pense que c'est une bonne idée que ça soit généralisé à travers la province du Québec. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais moi, je vous explique les raisons de notre système judiciaire, des conversations qu'on a eues avec Québec. On va continuer à les pousser, mais c'est pas une façon de se désister. C'est une façon que ça serait dommage qu'on ait des caméras pour pouvoir nous en servir pour incriminer ou discriminer, bien, pas discriminer, mais dire à une personne, t'es pas coupable, mais que finalement, ça ne serve pas en cours. Moi, je trouverais ça absurde. Monsieur Duval, et pour finir avec ça, Monsieur Duval, je ne sais pas, vous étiez où dans les années 70, 80, 90, 2000? Je peux vous parler de la période du printemps érable. Des manifestations, il y en avait beaucoup aussi. Vous avez le droit de trouver que c'est trop, mais ce que je vous dis, c'est que dans tous les cas, on essaie de faire le mieux possible avec l'argent des Montréalais, puis on essaie de pouvoir servir l'ensemble des causes et on va continuer à travailler avec le gouvernement du Québec, dont c'est la volonté que ce soit des caméras corporelles à la grandeur de la province. Merci, Monsieur Duval. Madame Martine Savard. Pardon, Madame la mairesse. Oui, j'imagine qu'on poursuit. Bien sûr. Madame Savard. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Moi, ma première question concerne les aménagements sous les viaducs et aux abords des viaducs. Mais avant de vous poser ma question, je voulais quand même vous féliciter pour deux belles réalisations qu'on a eues ce mois-ci, là, le centre Sanac. Ah oui. Et qu'on apprécie beaucoup. Et aussi la place des Montréalaises, qui est magnifique. Donc, vraiment, je suis fière de ces deux réalisations-là pour Montréal.
Enfin, concernant la question des aménagements sous les viaducs, ça reste que c'est des endroits qui sont très souvent très insécurisants et ça vaut la peine de s'interroger sur les manières d'améliorer les aménagements autour de ces endroits-là. Il y a des beaux exemples qui ont été faits ici à Montréal. Entre autres, un exemple très simple, c'est de mettre, par exemple, une activité sous le viaduc. Quand le viaduc est... parce que c'est un espace couvert. Il y a le cas de Griffintown, où il y a un gymnase extérieur sous un viaduc qui est très, très populaire. Donc, moi, j'habite tout près, puis ça m'a inspiré. Je me dis, c'est vraiment génial. Si on pouvait appliquer cette réflexion-là sur tous les secteurs de ponts et viaducs de Montréal, ça représente des belles opportunités d'aménagement parce que c'est couvert. Je vais prendre votre question, Madame Savard. Oui, bien sûr. Bon, ma question c'est que la plupart des ponts et viaducs sont juridiction provinciale, je pense, c'est le ministère des Transports. Qu'est-ce que la Ville de Montréal peut faire? C'est quoi les limites d'intervention de la Ville de Montréal dans ce secteur-là? Je prends, par exemple, le viaduc de Lucien-Lallier, qui est tout près de chez moi. Vous avez agrandi l'espace, le trottoir en dessous du viaduc, mais au-dessus, on a il y a la la gare Lucien-Lallier. Et c'est très... En tout cas, il n'y a pas de lumière. On va vous répondre sur votre première question qui était à savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière sous le pont. Donc, est-ce que c'est possible d'intervenir au niveau en dessous dans l'aménagement du viaduc? On va vous répondre. Merci. Bien, en fait, c'est toujours possible de travailler à des ententes, là. C'est sûr que c'est plus complexe quand le viaduc ne nous appartient pas. Par contre, quand ça nous appartient, je vais vous donner l'exemple, par exemple, du viaduc Notre-Dame. Là, on a fait des tentatives d'habiter en dessous du viaduc, puis c'est plus facile d'intervenir directement pour ajouter de l'éclairage. Après, tous ces projets-là, pourquoi ils fonctionnent? Parce que, tu sais, à partir du moment où on voit qu'il y a une volonté citoyenne puis une mobilisation alentour d'un quartier, bien là, nous, comme élus, si, admettons, c'est un viaduc qui appartient au gouvernement provincial, fédéral, on s'en va les voir, puis on essaie d'aller chercher une entente. On travaille avec nos services sport-loisirs pour les aménagements, puis on travaille avec les citoyens. Mais c'est un peu comme une ruelle verte. Si, dans le temps, il n'y a plus de mobilisation, puis que ça s'étiole, bien, ça va marcher 1 an, puis à un moment donné, ça va s'arrêter. Parce que c'est des endroits, quand même, qui ont besoin d'une certaine intensification là, de prise en charge par les citoyens pour que ça devienne intéressant, parce que ça devient vite insécurisant. Donc, pour les éclairages et autres, c'est une chose, mais après, bien, pour la prise en charge de ces espaces-là, c'est des projets qui peuvent être faits, mais qui doivent être faits projet par projet. Et là-dessus, on a un rôle peut-être d'influence ou d'accompagnement des groupes de résidents qui voudraient voir des projets élaborés en dessous des viaducs qui ne nous appartiennent pas. Mais, donc, seconde question ou en prolongement? Oui, un prolongement. Donc, la Ville peut intervenir au niveau du sol, mais elle est limitée au niveau de la structure elle-même, c'est ça? Bien, des fois, même au niveau du sol, on n'a pas nécessairement le droit parce que c'est des accès qui sont dévolus là, aux responsables de l'infrastructure en question, mais des ententes peuvent toujours être faites. Là. Par exemple, je donne l'exemple des valoristes là, qui sont en dessous du pont qui ont été en dessous du pont Jacques-Cartier pour certaines activités. Donc, c'est des choses qui peuvent être faites. Là. OK. Ma deuxième question concerne la construction des écoles à Montréal. On va la prendre plus petite parce que je pensais que c'était ça votre deuxième question. Fait que on va. Non, mais c'est correct, mais allez-y rapidement, puis on pourra continuer par la suite. Mais allez-y rapidement. Ça va être un défi. Oui, bien sinon, on pourra peut-être continuer la conversation peut-être avec l'élu, mais au moins lancer votre sujet, puis... Oui, effectivement. Donc le problème, c'est que Montréal, la ville, particulièrement Ville-Marie, il y a un manque de construction. Vous savez, on manque d'écoles. C'est difficile de construire des écoles à Montréal, particulièrement au centre-ville, dans Ville-Marie. Puis on se retrouve avec le temps. Les besoins augmentent. On construit des logements. Et le ministère, le gouvernement provincial semble vouloir construire des écoles un peu partout au Québec, mais il semble ignorer la ville de Montréal, particulièrement les secteurs centraux où on a une très haute densité urbaine. Et je vais prendre votre question, Mme Savard. Oui. En tout cas,
Non, mais je comprends votre préambule. Honnêtement, je pense qu'on va être capable de répondre si vous nous dites Oui. la question précisément. Moi, je crois que en fait, je me demande si la Ville de Montréal ou l'arrondissement pourrait prendre des dispositions spéciales avec le ministère de l'Éducation pour acquérir des pouvoirs dans la construction ou des pouvoirs soit de partenariat spécial pour la construction des écoles à Montréal. Parce qu'une école à Montréal, ça ne se construit pas comme ailleurs. On est d'accord avec vous. On va vous répondre. Et là-dessus, on a la plus grande indignation par rapport au gouvernement qui n'est pas possible. Parce que dernièrement, au-delà même de travailler à construire des écoles plus innovantes, plus en hauteur, ils nous ont mis sur pause une dizaine d'écoles à Montréal, dont un projet de rénovation d'école dans Peter McGill, un projet d'acquisition pour un terrain d'école dans Peter McGill. Ils ont décidé de se défaire de Face. On est en train de perdre des écoles au centre-ville de Montréal. Et de plus, ça faisait 1 an et demi qu'on travaillait avec le gouvernement du Québec à un nouveau guide qui ferait évoluer justement les critères de construction d'écoles pour avoir des écoles innovantes plus en hauteur, avec des cours d'école sur le toit, mieux intégrés. Pourquoi? Pour faire sauver de l'argent aux Montréalais et aux payeurs de taxes québécois sur la construction des écoles à Montréal parce que le terrain coûte cher. On avait un consensus de la part de tous les fonctionnaires qui ont travaillé de la ville, du gouvernement, des centres de services. Venu le moment de signer cette entente-là, la ville a signé, un centre de services a signé. On attend encore ces silences radio du côté du gouvernement du Québec. C'est décourageant parce que ce serait des, je vais le dire en anglais, là, des low-hanging fruit. Tu sais, quand on se dit, là, il y a des trucs sur lesquels on s'entend tous pour se dire qu'on ne peut pas construire des écoles de la même façon qu'on construit des écoles à Drummondville, qu'on les construit à Montréal, là. Bien, à un moment donné, il faut passer de la parole aux actes. Puis on dirait qu'on les a, les réponses, on les a, les solutions. On n'a pas besoin de nouveaux pouvoirs, là. On a juste besoin de s'entendre là, que ça se construit de même. Mais on est rendu à des dizaines d'itérations dans le secteur de Radio-Canada. Puis encore une fois, on nous demande de faire des compromis. Puis on veut prendre plus de place sur le terrain. Fait qu'à un moment donné, on est aussi indigné de vous. Mais quand c'est silence radio d'autre bord, ça devient décourageant. Mais on ne lâchera pas. On va continuer. On lâchera pas. Voilà, on va continuer nos représentations. Merci beaucoup, Madame Savard. Monsieur Sylvain Côté. Bonjour. Donc, ma question porte sur l'adoption du règlement sur le bruit. Donc, j'ai pris connaissance des documents qui étaient disponibles et c'est assez compliqué. Donc, il y a plusieurs éléments qui sont techniques. Ça couvre c'est très vaste, les différents règlements, les différents sujets là, qui sont couverts par ça. Et c'est important. Donc, comme vous l'avez mentionné, là, notamment, si on dit il faut qu'il y ait revitalisation de la rue Sainte-Catherine, il y a la SDC, donc, qui a déposé un projet pour un pôle de vitalité nocturne, donc sur la rue Sainte-Catherine et la rue Atatékun. Il y a des établissements de vitalité nocturne aussi qui ont été déposés là, individuellement. Et nous, ben, comme citoyens, on veut s'assurer que tout ça se passe correctement. Donc, et qu'on ne vive pas là, les éléments, ben, les exemples qu'on a vus, par exemple, avec le théâtre La Tulipe. Et quand je vois adopter le nouveau règlement, puis là, j'ai vu aussi, puis là, j'avais pris là, les différentes étapes, là, je voyais qu'il y avait une étape de consultation, mais qui n'était pas définie, donc dans le temps, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y aurait l'entrée en vigueur qui serait en septembre. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu comment tout ça se passe, parce que je ne suis pas sûre de bien comprendre. Si on dit qu'aujourd'hui, ce serait adopté, puis ça a été la semaine passée, c'était pour le plateau Mont-Royal. Donc, comment ça fonctionne? En fait, ça fonctionne en 2 lectures. Les consultations entre les 2 lectures sont obligatoires là, en fonction du règlement. Donc, chacun des arrondissements fait la première lecture à leur conseil d'arrondissement pour donner, comme ce soir, là, à Ville-Marie, on le fait, pour donner l'intention d'adopter cette nouvelle réglementation-là. D'ici l'adoption à septembre, c'est là qu'il y a des consultations. Il y a une consultation qui s'en vient très bientôt où là, on va conjuguer les 2, là, le plateau Mont-Royal et Ville-Marie, justement, dans l'optique là, d'avoir les citoyens, le plus de monde, mais aussi de bien vulgariser le contenu. Puis vous avez raison, là, c'est dense. Là. Même moi, là, le machin spectral, là, des fois, je trouve ça un peu dense à comprendre. Donc, on veut pouvoir parler le même langage. C'est pas non plus ésotérique, là, c'est des choses qui se font à New York, à Melbourne, à Toronto. Donc, ces villes-là ont réussi à l'implanter. Ça dépoussière un règlement qui est vieux de 1970 à peu près. Là. Donc, vraiment, on a besoin d'une mise à jour. Fait qu'il y aura cette séance de consultation-là. Il y aura aussi des consultations ciblées avec différents
différents partenaires de l'industrie aussi d'ici le mois de septembre. Si on voit que suite à la consultation, par exemple, l'association citoyenne ou d'autres associations de résidentes veulent avoir d'autres conversations, bien, il nous fera vraiment plaisir à ce moment-là de pouvoir ouvrir peut-être d'autres forums où on pourra avoir des échanges vraiment pour bien vulgariser le contenu de la réglementation. Mais notre objectif, c'est d'avoir le plus d'éléments pour, s'il y a des ajustements à faire, qu'on puisse les faire en septembre. Et dans les faits, il y a la table de concertation là, sur la vitalité nocturne. Donc, la table a été mise, c'est-à-dire les participants ont été déterminés au mois de mai. Donc, il n'y a pas eu de rencontre encore de cette table-là. Et c'était dans la politique sur la vitalité nocturne, donc un élément qui est important. La question du bruit, donc, faisait partie des mandats que devait traiter là, notamment cette table-là, bien que la juridiction, donc ça relève des arrondissements et non pas de la ville-centre. Donc, là-dessus, je suis un peu préoccupé aussi parce que, comme la table n'a pas eu sa première rencontre encore de discussion, comme les producteurs de spectacles, les producteurs de festivals et tout ça sont tous en activité actuellement, les citoyens, durant la période de l'été, donc, sont en vacances. Donc, c'est plus difficile là, de rencontrer les gens, de discuter. Moi, je pense que c'est nécessaire qu'on puisse avoir cette discussion-là. Donc, au niveau de la table de concertation, puis qu'on ait l'espace pour pouvoir faire la discussion correctement, identifier les pistes de solutions, identifier les différents enjeux, là. Donc, là-dessus, est-ce que la date de septembre est une date qui est coulée dans le béton si le règlement est adopté aujourd'hui, ou c'est quelque chose qui peut bouger dans le temps, là? Il y a plusieurs choses. D'une part, là, c'est sûr que la table va être consultée. Là, on va s'en assurer. Là, je suis pas mal convaincu que c'était dans la planification quand je vous dis qu'il y a une consultation plus grand public, puis après des consultations plus sectorielles. La table, pour nous, est un incontournable, bien évidemment. Par rapport au timing, ça fait longtemps qu'on en parle. On a des entreprises, des entreprises culturelles, des salles de spectacle, puis on l'a vu, là, il y en a qui ont dû fermer à raison d'enjeux. Là. Il y a quand même urgence d'agir ici présentement. Mais l'urgence, là, on est dans l'équilibre entre bien faire les choses, hein, puis bien travailler. Puis je vous dis qu'il y en a eu du travail à l'interne là, pour vraiment arriver avec quelque chose d'intéressant comme proposition, parce que le champ des possibles est assez large là, en termes de réglementation. Mais après aussi, une fois qu'un règlement est voté, c'est pas une fin en soi, hein, c'est vivant les règlements. On le voit, on peut venir faire des ajustements réglementaires en fonction de la réalité aussi. On pense qu'on a quelque chose d'intéressant, on va aller chercher justement les données des intrants, de la population générale, du voisinage, mais également de l'industrie. L'idée d'avoir un équilibre vraiment entre le bien-être des communautés, mais également le développement d'une industrie là, qui est vraiment importante. Là, on s'enorgueillit d'avoir les plus belles salles de spectacle au monde là, quand même à Montréal. Donc, bien évidemment, notre objectif après, c'est de faire un monitoring de tout ça. Puis s'il y a des ajustements à faire, on les fera. Mais septembre, pour nous, là, semble vraiment important d'aller de l'avant pour le bénéfice et la survie de nos salles de spectacle. Merci. Parfait. Ce qu'on pourra faire, peut-être, si jamais il y a d'autres questions, en fait, avec l'horaire ou enfin les détails plus des consultations du processus, peut-être qu'on pourra faire le suivi avec vous. Monsieur Ludwig Moquin. Bonsoir. En guise de préambule, peut-être, le Conseil va beaucoup se renouveler après la prochaine élection et je voulais peut-être prendre quelques secondes pour remercier Mme Sophie Mauserol qui a annoncé il y a 2 semaines qu'elle ne serait pas candidate à sa propre succession. Donc, je voudrais la remercier pour toute la vigueur, l'intelligence, la passion qu'elle a mise dans son mandat. Ma première question va être très terre-à-terre, littéralement. On parlait tantôt là, de Sainte-Catherine, Parthenay, de Lorimier. Je nous amène un peu au nord et un peu à l'ouest. Ontario, entre Saint-Laurent et Saint-Denis. Il y a eu les travaux sur les infrastructures d'eau souterraines qui ont été faites, de grosses interventions qui ont duré assez longtemps. Puis il y avait déjà eu des travaux ces dernières années. Pour être bien honnête, la rue est un patchwork, pour le dire en bon français. Et on avait également une piste, mettons sans guillemets, temporaire, une piste cyclable temporaire pour la déviation de celle sur Maisonneuve pendant le chantier, la première phase de la station BUQAM. On est plusieurs personnes à vouloir pérenniser cette piste cyclable, mais ma question va surtout porter sur l'asphaltage de la rue. En ce moment, c'est, là, ils ont repatché à certains endroits, c'est lisse pendant 30 mètres, mais après ça, on retombe dans quelque chose de difficilement carrossable à vélo. Puis, puisqu'il y aura deuxième phase du chantier, on s'attend à ce qu'il y ait à nouveau une déviation. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour uniformiser le tout?
Bien, merci beaucoup. La question est vraiment pertinente. Puis effectivement, même quand on fait des pistes cyclables temporaires et transitoires, on veut s'assurer que les gens puissent rouler adéquatement. Il y a une demande qui a été faite là, pour s'assurer qu'il y ait ce qu'on appelle du PCPR, là, donc un espèce de resurfaçage, une uniformisation, pour s'assurer que les gens puissent rouler et circuler en sécurité. La question reste à savoir qui va le prendre. Est-ce que c'est la ville? Est-ce que c'est la STM, étant donné que bon, c'est eux qui font détourner le chantier? On est dans ce genre de détails-là et de tractations-là. Mais évidemment, là, il y a une volonté que l'asphalte soit belle là, pour qu'on puisse circuler. Puis pour ce qui est de la rue Ontario, on en a parlé rapidement tout à l'heure. On a de grandes ambitions sur la rue Ontario pour celles et ceux qui ont suivi le PPU des Faubourgs. On avait eu beaucoup de discussions en ce sens. Donc, c'est sûr que on attend que les travaux du pont-tunnel soient terminés. Puis dès lors, là, il y a vraiment une volonté de rendre cette artère-là beaucoup plus conviviale, que ça ne serve pas juste de point d'accès au pont, qu'on puisse permettre à nos commerces de proximité d'avoir une vitalité économique, d'avoir des gens qui circulent. C'est une demande des citoyens et citoyennes aussi. Là. Donc, on a bien hâte de pouvoir s'attaquer à un projet plus permanent. On attend après Québec, mais on va y arriver. Seconde question. Seconde question, moins dans l'asphalte, un peu plus dans l'eau. Là, on a eu une petite averse cet après-midi passablement violente. Puis ça m'a rappelé toute la pertinence là, des aménagements de type nous drainante, saillie drainante. Puis d'ailleurs, je pense que c'est aujourd'hui que commençait le chantier sur la rivière. Là. Donc, j'ai bien hâte de voir. J'ai vu des choses passer sur Facebook comme quoi qu'il y avait des... Bon, peut-être qu'on me rectifiera. Là. Mais ceci étant dit, bon, il y a plusieurs choses qui commencent à être faites ou qui ont été faites l'an dernier. Je me demandais, du point de vue de ce genre d'infrastructure de captation des eaux de surface, est-ce qu'il y a une planification qui est faite pour 2025? Quel genre de choses qu'on peut s'attendre à voir? Oui, bien, pour la réponse plus large, on a été extrêmement novateur. L'arrondissement Ville-Marie est le premier de la ville à s'être doté d'une planification en termes de gestion des eaux pluviales. Donc maintenant, chacun des projets passe par le filtre pluie pour s'assurer de voir est-ce qu'on peut optimiser. Tu sais, quand on fait des saillies, on s'assure que ça soit des saillies drainantes. Donc, il y a vraiment ce travail-là dans la planification qui est maintenant intégré là, dans tous les projets. Pour cette année, oui, il y a certains projets, là, il y a certains raccordements d'infrastructures qui sont prévus. Peut-être qu'Alain pourra vous donner un petit peu plus de détails. Puis on a des saillies, des giga-saillies drainantes qui vont être faites là, sur certains tronçons à mi-lot, dont Alain, peut-être tu peux donner un petit peu plus de détails, mais où on vient vraiment capter là, une quantité astronomique d'eau pour le petit espace. Puis on est aussi en train de faire... un projet extrêmement innovant là, dans une ruelle où on vient là, insérer des infrastructures de captation d'eau. Donc, les travaux là, ont lieu cet été aussi. Donc, il y a beaucoup d'interventions. On pourrait vous envoyer la liste complète. Mais oui, on a des interventions cette année et d'autres qui sont prévues là, dans les années ultérieures. Merci beaucoup pour votre question. Michaela Tenea. On va vous amener le micro, madame. Moi, ce que j'aimerais, c'est partager avec vous une expérience extrêmement positive que j'ai eue suite à une intervention ici il y a un an. Donc, il y a un an, je me suis présentée au conseil d'arrondissement pour soulever une situation problématique qui nous a été imposée par le gouvernement fédéral en soi-disant appliquant l'article 1006 du Code civil du Québec. Il s'agissait d'un mur mitoyen entre la bâtisse où j'habite et le gouvernement fédéral. Et, pour vous situer un peu, il s'agit du tribunal fédéral qui est en train de se construire sur la rue Saint-Jacques, donc le mur mitoyen entre la bâtisse et le gouvernement fédéral. Et le gouvernement fédéral qui avait consolidé tous les autres bâtisses autour a décidé de nous donner ce mur mitoyen et de nous laisser le réparer, tout simplement. Pour moi, je trouvais ça d'une certaine manière insultant dans le sens que je paye des taxes. On était propriétaire 50%, 50%. Et tout d'un coup, moi, une personne à la retraite, je paye des taxes et je dois réparer le mur qui appartenait d'une certaine 50% au gouvernement fédéral. Lors de mon intervention ici, M. Baudry a entendu mon cri douloureux du fond du cœur et il m'a offert son appui pour résoudre ce problème auprès du gouvernement fédéral. Les compétences et le professionnalisme de M. Baudry ont fait en sorte que nos interventions ont eu du succès. C'est-à-dire que le gouvernement fédéral paye la réparation du mur de 300 000 $ en entier. Quand même, 300 000.
D'ailleurs, le message que M. Baudry a écrit s'est promené du ministre de l'Immigration du Canada au ministre de la Justice du Canada et rendu au sous-ministre adjoint principal du bureau SMA. Et finalement, il y a eu une happy end. Donc, merci beaucoup, M. Baudry. Ben merci. Merci de... J'ai envie de dire... écoutez, merci de prendre le temps de nous dire que plein de choses qu'on fait fonctionnent, là, puis ça donne un coup de main, fait qu'on le prend. Ben voilà, ben merci. Puis on est surtout content, vu le coût du mur, là. On est bien content que vous n'ayez pas eu à payer tout ça, parce que c'est... Merci. Monsieur Alain Hébert. Bonsoir. Première question. Au coin de la rue Saint-Hubert, de la rue Sherbrooke, il y a une maison victorienne qui est abandonnée depuis une très longue période. La maison voisine a été démolie probablement il y a une douzaine d'années, aussi abandonnée, qui avait été laissée là, seule à tomber en morceaux. Les résidents du secteur ont fait plusieurs plaintes au 3-1 pour la maison parce qu'il y a des problèmes soit de campement, problèmes de poubelles. Il y a une espèce de haie qui fait le pourtour de la propriété, qui force les citoyens à marcher dans la rue. Je voudrais savoir pourquoi il n'y a aucune intervention plus directe qui est faite sur ce bâtiment-là, et ce qui m'amènera à ma deuxième question par la suite. Parfait. Bien, on pourrait vérifier les interventions qui ont été faites directement sur le bâtiment. Bien souvent, on a beaucoup d'enjeux similaires là, de bâtiments sur lesquels on envoie nos inspecteurs. On a augmenté dernièrement nos équipes d'inspecteurs dans l'arrondissement de Ville-Marie, justement pour être plus présents sur le territoire. C'est vrai que des fois, on n'arrive pas non plus soit à rejoindre ou à intervenir. On y va souvent avec gradation. La modification réglementaire qu'on a fait il y a peut-être 1 an et demi nous donne un petit peu plus de moyens, mais il faut quand même y aller par gradation. Donc, on pourrait vérifier avec nos équipes d'inspection là, ce qui a été fait puis ce qui pourrait être fait de façon supplémentaire dans ce secteur-là. Là, dernièrement, on était sur des dossiers où on a mis un petit peu plus d'énergie justement pour que ça bouge puis ça débloque. Puis ça donne des résultats. Donc, on fera le suivi avec vous là, directement, vos coordonnées. Fait que je pourrais, si c'est possible, juste de m'envoyer vraiment l'adresse pour qu'on soit sûr, comme il y a 2 terrains aussi. Là, c'est la maison sur le coin de la rue qui doit porter le 800. Parfait, excellent. Votre seconde question? Oui, la deuxième question, c'est justement, c'est que ça amène au fameux règlement. En 2023, vous avez annoncé le nouveau règlement sur les bâtiments vacants et mal entretenus. Ici, j'ai un article de la presse qui montre un bâtiment qui est aussi pas très loin de chez moi, qui doit être abandonné depuis au moins une trentaine d'années. Il semble y avoir une nouvelle occupation là, dernièrement, que ce soit des squats ou des gens qui travaillent à l'intérieur du bâtiment, très dur à savoir. Dans l'article, on disait qu'il y avait plus de 800 bâtiments abandonnés ou vacants sur l'île de Montréal. Il y en a plus d'une quinzaine dans l'arrondissement. La problématique, pas dans l'arrondissement, je m'excuse, dans le village, la problématique, c'est que la carte interactive que vous avez mise en ligne n'a pas été mise à jour depuis décembre 2022. Donc, cette fameuse maison victorienne-là n'est pas indiquée. Il y a un bâtiment au coin de Robin et Wolfe qui est indiqué comme étant vacant, mais qui a été rénové, qui est occupé par un nouveau propriétaire depuis 2 ans. Sur la rue Alexandre-de-Sèvres, il y a 2 triplex qui sont abandonnés, inoccupés. Donc, ma question, c'est pourquoi nous dire que ces règlements-là sont mis en place quand, littéralement, il n'y a pas d'intervention, ou vous me dites qu'il y a une gradation. Mais ce que je voudrais savoir, combien d'interventions, justement, ont été faites, combien d'amendes ont été données. On parle des amendes dans votre règlement jusqu'à 250 000 $. On regarde les lots voyageurs sur lesquels je vous ai questionné à ma dernière présence, qui est abandonné depuis presque 20 ans. Ça donne quoi, ces règlements-là, si on ne voit absolument aucune action et aucun changement dans les bâtiments vacants dans le quartier? Il y a beaucoup d'éléments à votre question. Le premier, sur la carte interactive, en fait, il y a 2 choses. Il y a l'obligation d'avoir un registre des bâtiments vacants, donc de le propriétaire de désigner son bâtiment comme vacant, puis ensuite de pouvoir mettre ce registre-là à disponibilité avec nos outils interactifs. Ça, la solution informatique est en train d'être faite. On a pris un peu de retard, puis on l'a dit là, dans les médias, là, ça a été plus compliqué que prévu parce que c'est tous les arrondissements
arrondissements qui avaient des méthodes différentes de travailler, puis on voulait s'assurer que ça soit directement, que ce soit pas une charge supplémentaire, mais que ça soit intégré et harmonisé partout sur l'île de Montréal. C'est en train d'être fait, là. On est en train de terminer la solution informatique avec les technologies de l'information, puis on devrait la mettre en application. La réglementation, elle ne change pas tout. C'est un outil supplémentaire, puis ça, on a toujours été clair. C'est-à-dire que si on arrive devant un juge à la fin, puis qu'à la première infraction, on a donné une amende de 150 000 $, on va perdre en cours. Donc, on n'a pas le choix de suivre un processus de gradation. Après, l'autre élément, sur des bâtiments comme par exemple l'îlot voyageur, il n'est pas vacant. L'îlot voyageur, il y a des activités transitoires à l'intérieur en vue d'en faire un projet permanent. Vous l'avez vu, on est en processus de vente du bâtiment pour un projet de logement social. Îlot voyageur Nord, section Saint-Hubert, vacant. Parfait, vous avez raison. Vous avez absolument raison. Celui-là, il est vacant. Effectivement. Puis le travail est toujours le même, de façon coercitive, mais de façon aussi à encourager les promoteurs à développer. Vous l'avez vu, là, il y a beaucoup de projets là, en article 93 là, avec les processus d'accélération du gouvernement qui sont arrivés. Donc, il y en a là, qui vont émerger avec le temps. Une fois que nous, on donne des permis, après, il faut qu'ils trouvent leur financement. Puis des fois aussi, ça peut prendre un peu de temps. Donc, on est un petit peu plus patient sur ces dossiers-là. Sur les amendes puis sur les interventions, on est en train de les comptabiliser. L'objectif aussi, c'est de donner un peu l'état des résultats des mesures qui ont été mises en place. Mais c'est pas juste les amendes qui font les changements, c'est pas juste les règlements, c'est une multitude de mesures comme celle-là. Puis, on a le même objectif que vous, que ces bâtiments-là, pour des raisons de sécurité, mais aussi de tissu urbain puis de quartiers plus intéressants, soient valorisés. Pour l'instant, là, on n'a aucun avantage. Ça nous coûte de l'argent là, à la Ville de Montréal, des bâtiments vacants. Pas une troisième question, mais juste pour que ça soit clair, est-ce que c'est possible d'avoir les chiffres à ce moment-là? Quand on fera le bilan, l'objectif, ça va être de rendre les chiffres publics. Fait que, effectivement, on va pouvoir vous les transmettre à ce moment-là. Mais court temps, si c'est possible. Quand on les aura. Là. Bien évidemment, ça ne sert à rien d'avoir des bilans partiels ou après quelques mois de mise en application de nouvelles réglementations. Ça sera de toute façon inintéressant. Mais donc, oui, quand on aura les informations, on va les rendre publiques. Monsieur Anthony Arnaud. Bonsoir. Bonjour. Déjà, oui, je pense que c'est important aussi de dire quand ça va mieux. Donc, je peux peut-être dire que ça commence à aller mieux, ça reste fragile, mais en tout cas, j'ai eu l'avis de plusieurs voisins au niveau de la ruelle qui est juste derrière, avec les policiers à pied qui sont passés au mois de mai. Ça a fait beaucoup de bien. Par contre, le quartier, c'est encore fragile. Moi, je me pose la question, puis j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps, mon fils grandit, puis je me demande si un jour je vais être capable de le laisser aller à l'école tout seul. Parce que quand on entend des histoires où une personne a des problèmes d'enjeux mentaux et qui se promène avec un marteau dans la main, il y en a plein des cas comme ça, il y a plein d'histoires, puis on est de plus en plus nombreux dans le village, au niveau des familles, il y a plus d'enfants. Moi, je me demande qu'est-ce que ça va prendre pour qu'on puisse avoir la possibilité de se promener dans le quartier avec nos enfants, les laisser pouvoir aller à l'école sans qu'on craigne pour leur danger. Parce que c'est des gens qui sont vulnérables, ils ont besoin d'aide, mais là, aujourd'hui, ça déborde. Puis j'ai entendu des chiffres récemment, ça déborde encore plus que les années précédentes. Puis je le sais, il y a Québec, il y a le Canada, là, mais qu'est-ce que ça prend, qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez raison. Là. Je pense que c'est ce qui guide toutes nos interventions. Notre objectif, c'est de rendre les quartiers plus sécuritaires pour que nos enfants puissent se promener en sécurité aussi sans être happés par un véhicule, mais également pour les enjeux de sécurité. Puis c'est pour ça que quand on a fait notre plan qu'on a déployé, puis tu sais, qui n'est pas une nouveauté, là, il y a des éléments nouveaux dans ce plan-là, mais en fait, c'est un tour de roue supplémentaire sur des actions qu'on avait commencé à mettre en œuvre. C'est pas juste de l'intervention sociale, il y a aussi de la coercition. Parce qu'il y a des éléments sur lesquels c'est pas de l'intervention que ça prend, là. C'est de l'intervention sociale que ça prend, c'est une intervention policière. Fait que c'est pour ça qu'avec le travail des services de police, puis tu sais, on travaille vraiment de façon chirurgicale, justement quand il y a des enjeux spécifiques, puis c'est des enjeux qui sont mouvants, là. Quand il y a des enjeux spécifiques à un secteur, on met de l'énergie. C'est pour ça qu'on met de l'animation aussi, pour essayer d'avoir le plus d'achalandage possible pour que ce soit éclairé. C'est pour ça qu'on travaille à ce que nos parcs soient plus intéressants aussi, protégés. C'est pour ça qu'on fait des aménagements aussi qui sont intéressants pour les familles. Bien évidemment, là, on fait face, comme toutes les villes au Québec, à une espèce de crise sociale
importante et on est malheureusement la plus impactée car la plus populeuse et on est dans le centre-ville de Montréal, un centre-ville habité. Bien, on ne baisse pas les bras, on se retrousse les manches, puis on continue, puis on rajoute des éléments d'année en année. Cette année, c'est nos équipes de sécurité qu'on ajoute de façon supplémentaire, la sécurité privée, où on va avoir une meilleure agilité, avec nos intervenants sociaux aussi, les 13 intervenants sociaux qu'on ajoute aussi qui vont être sur le territoire. Donc, nous, on fait le pari qu'en ajoutant des éléments sur le territoire, en adaptant le territoire, on le rend plus sécuritaire. Puis oui, ultimement, moi, j'ai des enfants, là. J'ai une petite fille de 8 ans. Là. Mon objectif, c'est qu'elle puisse aller n'importe où, comme quand j'étais petit, puis que je partais à Bessic, puis je me promenais pendant toute la journée, puis que mes parents n'étaient pas inquiets. Je veux dire, on veut vivre ce sentiment de sécurité-là. Votre deuxième question? La petite parenthèse autour de ça, c'est Montréal qui assume les coûts de tout ça. Et Québec est où dans l'histoire? Mais l'alternative, c'est... ma deuxième question, c'est plus en rapport avec la propreté. Et là, encore une fois, il faut dire ce qui va bien. Merci à Tapage. Je les vois régulièrement passer dans la ruelle. Ça change aussi beaucoup de choses. Enfin, en fait, la communication a peut-être été difficile à mettre en place pour bien identifier où passer, etc. Mais maintenant, c'est fait. Par contre, j'ai remarqué quelque chose. Puis là, je ne sais pas si c'est une entreprise privée ou si c'est la Ville de Montréal. La collecte des ordures. Moi, je remarque qu'après le passage, c'est plus sale qu'avant. Avant, il y a un bac de recyclage qui est correctement au bord du trottoir. Après, j'ai mon bac qui est vide, mais j'en ai presque autant dans la rue. C'est soit ça s'envole, soit ça a mal été vidé dans les camions. Ça peut être pareil pour les ordures ménagères. Et c'est frustrant parce qu'on veut une rue propre. C'est notre... Je veux dire, on veut le faire. Vous avez parlé d'un règlement justement pour donner la responsabilité aux propriétaires de faire en sorte que son trottoir soit propre. Mais quand on fait le nécessaire et puis qu'après le passage des ordures, c'est plus propre, c'est un peu frustrant. Et en rapport toujours avec la propreté, mais moi j'ai un problème, c'est que j'ai l'impression que la ruelle, c'est devenu des toilettes publiques, d'excréments, ça pue l'urine. Et ça, je vois pas comment on peut faire en fait. Il y a le problème qu'on soit à côté d'une sortie de métro, donc c'est facile, une envie pressante, puis on se met dans la ruelle. Puis il n'y a pas trop d'accès à des toilettes publiques autour. Je pense qu'avec l'été, il doit y avoir des toilettes temporaires, mais la nuit, ça doit être fermé. On a des personnes vulnérables dans le quartier. Je veux dire, il faut qu'ils puissent faire leurs besoins dignement pour eux et pour nous, qu'on puisse profiter de la ruelle parce qu'on s'entend que, et vous nous l'avez dit souvent, il faut habiter les ruelles. J'aimerais l'habiter, mais là, aujourd'hui, c'est pas possible. Ben oui, pour les opérations de salubrité, effectivement, des fois, c'est un peu complexe parce qu'il y a aussi de l'éventrage de sacs. Fait que c'est pas nécessairement que les opérations qu'on fait, ils vident ça mal. Tu sais, il y a des sacs qui ont été ouverts, éventrés, puis ça part au vent. On le voit aussi avec, par exemple, les collectes commerciales. Là, ça part souvent au vent. Des fois, c'est mis un peu n'importe comment. Il y a du travail à faire à cet égard-là. Puis avec les travaux publics là, sur les opérations, là, on essaie de les sensibiliser de plus en plus. Ce qui est intéressant à cette heure, c'est aussi qu'on a des collectes des brigades qui sont à l'année. Fait que même dans les mi-saisons aussi, où c'est plus sad, là, on va être capable de continuer à donner la même qualité de service par rapport à nos collègues spécifiques. Mais s'il y a des choses récurrentes, rapportez-les-nous. Là, si vous voyez que ça arrive, c'est peut-être des runs aussi qui peuvent être mal faites. On peut apporter certains ajustements. Des fois, on a des partenaires aussi avec qui on travaille puis envoyer des messages. Pour ce qui est des toilettes, c'est un grand enjeu. Puis c'est un enjeu qui n'est pas simple à Montréal, parce que Montréal, contrairement à d'autres villes, a été bâti sans toilettes dans l'espace public. On essaie d'en développer de plus en plus des toilettes auto-nettoyantes. Notre souhait, c'est d'en avoir. Notre souhait aussi, c'est de travailler avec les food courts, avec les espaces comme par exemple la grande bibliothèque, qui est très ouverte aussi, ces populations vulnérables qui ont des intervenants. D'ailleurs, on parlait de SANAC tantôt. Nous autres aussi, on a des intervenants sociaux à l'intérieur, justement pour accueillir certaines personnes qui voudraient des fois utiliser les installations. Donc, ça aussi, ça peut faire partie de la solution. Puis après, il y a les toilettes temporaires. Mais ça, il faut toujours qu'on le travaille avec les citoyens. Tu sais, que s'il y a un enjeu d'insalubrité en raison de gens qui vont dans les ruelles, bien, peut-être que des fois, ça peut être intéressant d'installer temporairement une toilette. Mais là, il faut le travailler avec tous les résidents de la rue parce que ça peut amener aussi d'autres désagréments. Donc, peut-être qu'on pourrait travailler avec les résidents de votre rue pour voir si vous n'avez pas des idées d'endroits, peut-être même à proximité avec l'îlot voyageurs. Y a-t-il une opportunité dans le projet de l'îlot voyageurs de mettre un accès à des toilettes? Moi, je trouve que c'est intéressant. On pourra en discuter. C'est un projet qui est en élaboration. Pourquoi pas? Exact. Ouais, exact. Tout à fait. Bien, écoutez, ça met fin à la période de questions pour celles et ceux qui se sont déplacés. D'ailleurs, je tiens à vous remercier. Et nous allons poursuivre avec la période de questions en ligne, n'est-ce pas? Alors, je vous laisse, Madame Lemieux, le micro. Merci. Merci, Madame la mairesse. Donc, ce soir, nous avions 7 questions. La première question c'était des remerciements de la part de Mme Ténéa, qui les a fait en personne. Donc, je passe tout de suite à la question numéro 2, qui nous vient de Clara Masson.
du district de Sainte-Marie. Résidence du quartier Ville-Marie depuis 2016, je suis contrainte de constater une détérioration alarmante de notre milieu de vie. En moins de 10 mois, j'ai dû intervenir à 2 reprises avec du Narcan pour porter assistance à des personnes en surdose à quelques mètres de chez moi, à l'espace Pierre Bourgault. Plus récemment, une personne visiblement en situation de grande détresse déféquait en pleine rue Plessis contre le mur de la pharmacie Brunet. Ces événements ne sont plus des cas isolés, ils sont symptomatiques d'un abandon progressif du quartier par les pouvoirs publics. La question que je pose aujourd'hui est la suivante. Est-ce que la Ville de Montréal a consciemment renoncé à soutenir Ville-Marie au point de laisser notre quartier glisser? Excusez-moi. Vers une situation semblable à celle de certains quartiers de San Francisco. Quel est le plan concret que la mairie entend mettre en œuvre pour répondre à la crise actuelle? Attendre la construction hypothétique de logements abordables dans 3 ou 4 ans ne saurait constituer une réponse suffisante à une urgence qui se vit au quotidien. Je tiens à souligner un contraste préoccupant. Malgré cette dégradation visible et vécue, l'évaluation foncière de notre copropriété a été revue à la hausse il y a 2 ans. Comment espère-t-on attirer de nouveaux résidents ou préserver ceux qui y vivent encore alors que le sentiment d'abandon se généralise? Merci beaucoup pour votre question. En fait, je vous rassure, là, il n'y a pas d'abandon, bien au contraire. On en a largement parlé ce soir là, de toutes les mesures qui ont été déployées, qui sont mises en place. Il est vrai, par exemple, qu'on fait face à une crise qui est assez importante, mais pas juste à Montréal, partout au Québec. La crise des opioïdes a un impact là, sur des populations, le type de consommation aussi. Donc, la Ville de Montréal redouble d'efforts, ajoute des effectifs sur la rue, travaille autant avec les policiers qu'avec les organismes communautaires pour offrir des alternatives aux gens, mais dans des actions qui sont concrètes, là, qui ne sont pas du tout hypothétiques. Donc, intervention sociale, présence de policiers, présence d'agents de sécurité que vous allez voir cet été se déployer dans votre quartier. Donc, on continue à faire le travail. On ne peut pas le faire seul, donc on tend la main aux autres pouvoirs publics, mais sachez que la Ville de Montréal, plus que n'importe quelle autre municipalité, est au front avec ses services administratifs et en fait plus que plusieurs municipalités pour les plus vulnérables. Merci de votre question. La prochaine question est de Agathe Cuisinier, du district de Sainte-Marie également. Pourriez-vous préciser quel est le rôle concret de la Ville de Montréal dans la supervision des projets immobiliers privés adjacents à des ruelles vertes, comme celui à venir au 2225 rue Partenay? Malgré l'assurance donnée lors du dernier conseil quant à la protection de la ruelle, des incidents graves sont survenus le 21 mai, arrachage de végétaux, dommages à un bac de fleurs et surtout une fuite de gaz ayant nécessité l'évacuation des résidents. Ces événements soulèvent de vives inquiétudes parmi les riverains, comme en témoigne une pétition comptant déjà 308 signatures contre ce projet, qui est à l'adresse https://www.change.org Sauvons la rivière. Quelles mesures la Ville peut-elle mettre en place pour assurer un encadrement plus rigoureux de ce type de projet et garantir la sécurité ainsi que la préservation des espaces verts communautaires? Merci. Merci beaucoup pour la question. Je tiens à vous rassurer, là, Madame, à l'effet qu'on était préoccupés, nous aussi, par la situation. Là. Vous étiez venus, en fait, il y a des citoyens qui étaient venus nous voir là, déjà le mois passé. Il faut savoir que ça varie. Hein. Normalement, l'arrondissement, sa responsabilité, c'est d'octroyer des permis d'occupation ou des permis de transformation. Il y en a certains qui passent par le CCU, le Comité consultatif d'urbanisme. Dans ce cas-là, on peut exiger qu'il y ait un comité de bon voisinage qui soit mis en place. On travaille aussi en collaboration avec la SEM, la Société éco-citoyenne de Montréal, qui est notre écoquartier, pour mettre en place là, des projets de ruelles vertes, puis faire le pont entre l'arrondissement, les citoyens et citoyennes, puis certains promoteurs privés. Dans le cas de la ruelle que vous mentionnez, là, je tiens à vous rassurer à l'effet qu'on est très rapidement allé sur place. Il y a des inspecteurs qui sont passés. On a ramassé là, les détritus, les débris de chantier qui étaient là. Je sais qu'il y a eu une fuite de gaz. Elle a été colmatée très rapidement. Là, nous, on était en contact, là, entre autres, avec Gaz Métro, donc ça n'a pas duré très longtemps, mais je peux comprendre la préoccupation. Le bac va être réparé très rapidement et les services de l'arrondissement ont communiqué avec le contracteur, avec le promoteur pour s'assurer là, de les sensibiliser au fait que cette ruelle-là, il y a vraiment une spécificité, que les végétaux ont été entretenus pendant plusieurs années, qu'on y tient beaucoup et on a fait un appel à la vigilance là, auprès du promoteur pour s'assurer là, que les travaux vraiment demeurent sur son domaine
domaine privé qui ne viennent pas empiéter dans la ruelle. On va continuer là, à suivre la situation de très près, tant au niveau des équipes en arrondissement qu'avec la SEM et évidemment, là, comme citoyens et citoyennes, merci de nous souligner quand il y a des enjeux comme ça nous permet de réagir rapidement puis de trouver des solutions. La ruelle, c'est du domaine public, donc il y a une obligation de la remettre à l'État après. C'est sûr que ça ne sauvera pas les végétaux qui ont, certains d'entre eux, été piétinés, mais il y a quand même une obligation pour le contractant là, de remettre là, les lieux à l'identique. Donc, on va suivre ça de très, très près pour la suite des choses. Merci beaucoup pour votre préoccupation. La prochaine question est de Donovan King, du district de Sainte-Marie. Bonjour, j'ai été ravie d'apprendre que la Ville de Montréal avait créé la place du pain et des roses pour souligner l'importance de l'histoire féministe. Cependant, lors de ma visite, j'ai été surprise et déçue de constater que la rue adjacente au parc s'appelle toujours rue du Square Amherst et que 2 panneaux l'identifient. Rappelons que le général britannique Amherst était un génocidaire maniaque qui avait envoyé des couvertures infestées de variole en cadeau, entre guillemets, aux Premières Nations. Son nom n'a pas sa place dans la topographie de la Ville de Montréal, surtout à proximité d'un parc féministe. Ma question est la suivante. La Ville de Montréal envisage-t-elle de supprimer définitivement le nom de rue du Square Amherst? Oui, merci beaucoup pour la question. Je tiens à vous rassurer, là, il y a une volonté de changer le nom. La rue a déjà été changée, maintenant c'est à Dadegen. Et le square dont vous parlez, en fait, va maintenant s'appeler la place du pain et des roses. En fait, les enseignes toponymiques là, sont en train d'être fabriquées. On inaugure la place dans quelques jours, puis ça nous fait bien plaisir là, de réitérer là, qu'on a un nouveau toponyme dont on est très, très fiers pour souligner, évidemment, les luttes féministes passées, mais aussi celles à venir. Merci beaucoup. La prochaine question est de Robin Boisvert, du district de Sainte-Marie. Bonjour. Depuis 5 ans, la place des Montréalaises est en travaux. Ça a coûté 100 millions de dollars. Donc, on se dit ça a été bien conçu et pensé en 5 ans de travaux. Ça a été inauguré il y a 2 semaines et déjà, il y a des dizaines de cônes oranges et des clôtures de métal sur le site. Ahurissant, c'est un fléau. Pourrait-on avoir des explications et savoir qui est responsable et imputable de ce chantier qui a coûté 100 millions de dollars? Qui est la personne responsable, s'il vous plaît? Comme Mme Plante, vous dites en entrevue que vous êtes imputable. On s'attend à ce que le ou la chef du projet soit nommé et soit imputable aussi, s'il vous plaît. C'est la moindre des choses. C'est pas 10, pas 20, pas 50, 100 millions de dollars de notre argent collectif et qui a duré pas 2, pas 3, mais 5 ans. C'est 100 millions de dollars de vos citoyens et 2 semaines après l'ouverture des dizaines de cônes oranges avec des clôtures en métal. Sous question, pouvez-vous vous mettre dans la peau des citoyens qui sont ahuris de voir encore des dizaines de cônes oranges sur une nouvelle place qui vient d'être inaugurée en grande pompe? Allez-vous demander des comptes à la personne responsable de la conception de la place des Montréalaises? Merci d'avance pour vos explications et vos réponses claires. Oui, merci. Donc, la place des Montréalaises, oui, c'est un projet qui a duré plusieurs années parce qu'il recouvre une bretelle d'autoroute. Donc, vous imaginez la complexité, le travail qui a été fait, entre autres, avec le gouvernement du Québec pour en arriver à une solution, puis aussi à d'arriver avec un concept qu'on trouvait fort pertinent. Je tiens à vous rassurer que les sommes ont été très bien investies. Et oui, il y a un enjeu avec une dénivellation, la commande pour la rigole, là, comment elle sera recouverte, va arriver sous peu. Les cônes oranges sont enlevés. Maintenant, c'est beaucoup plus discret, là, c'est des clôtures parce qu'on veut s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui se blessent parce qu'effectivement, notre première priorité, c'est ça. Mais je tiens aussi à dire à quel point, premièrement, la place des Montréalaises n'est pas fermée, là, on s'entend, là, pas du tout. Au contraire, là, les gens sont très, 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 très nombreux à s'y rendre et avec raison parce que ça donne de très beaux points de vue. Mais aussi parce que le lien demeure essentiel et très utilisé pour relier le Vieux-Montréal au centre-ville. Merci. La prochaine question est de Christopher McRae, du district de Sainte-Marie. Bonjour, un grand merci pour les modifications de la rue de Rouen à l'ordre du jour ce soir. Au collectif Apaisement pour Sainte-Marie, nous réclamons depuis plusieurs années la sécurisation des abords du parc Médéric-Martin et ces changements devraient grandement y contribuer. Est-ce que le lien cyclable sur la rue de Rouen sera maintenu dans les 2 sens malgré la mise à sens unique de certains tronçons de la rue? Si oui, pourriez-vous nous parler de l'aménagement prévu? Merci.
Oui, merci beaucoup pour les bons mots et merci beaucoup pour la question qui est extrêmement pertinente. Évidemment qu'on a voulu s'assurer de maintenir le lien cyclable malgré les changements de sens de rue. Donc, on est en train de raffiner les plans de marquage et tout ça, mais entre Gascon et Hogan, en fait, ça va être une piste bidirectionnelle qui va longer le trottoir sud et à partir de Hogan, là, ça va demeurer tel que c'est en ce moment, mais donc les cyclistes peuvent circuler tant vers l'est que vers l'ouest sur tout le tronçon de la rue de Rouen, sur lequel il va y avoir des interventions. Donc, je tiens à vous rassurer, ça a été évidemment pris en considération par les équipes de conception. Merci beaucoup. Et la dernière question est de Anthony Baker, qui réside hors de l'arrondissement de Ville-Marie. Est-ce que l'arrondissement prévoit de prolonger la voie cyclable protégée sur Saint-Antoine-Est devant le Palais de justice et Champ-de-Mars pour raccorder Saint-Laurent et Gosford? La configuration actuelle n'est pas très sécuritaire avec la circulation automobile à haute vitesse. Oui, merci beaucoup pour la question. Oui, effectivement, notre intention est de prolonger le rêve. Le rêve Saint-Antoine-Vigée est un rêve qu'on veut vraiment est-ouest. Il faut savoir qu'il y a certains tronçons qui sont encore en transitoire. On essaie de pérenniser le plus rapidement possible les tronçons qui restent, dont, entre autres, devant la place des Montréalaises, dont on a parlé évidemment pendant le chantier. On ne pouvait pas faire l'aménagement permanent. On va pouvoir s'y attaquer maintenant. Donc, petit à petit, dans les prochaines années, on va être en mesure de pérenniser l'aménagement du rêve Saint-Antoine-Vigée, qui va pouvoir traverser Ville-Marie, mais évidemment se rendre jusqu'au sud-ouest tel que c'est prévu depuis toujours. Voilà. Oui, merci beaucoup. Donc, ça met fin à la période de questions, n'est-ce pas, Madame Lemieux? Nous sommes rendus au point 10.06, Madame la mairesse. Donc, la période de questions des membres du Conseil. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Très bien. Alors, réunion pour étude et adoption des articles 10.07 à 10.10 proposés par Mme Moserol, appuyés par Mme Hassan-Cournol. 10.07. Adopter le procès-verbal de la séance du Conseil d'arrondissement du 6 mai 2025. 10.08. Prendre acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 8 mai 2025. 10.09. Prendre acte du dépôt du rapport de la séance d'Assemblée publique de consultation du 21 mai 2025. 10.10. Prendre acte du dépôt du certificat de la secrétaire d'arrondissement annonçant le résultat du registre tenu du 26 au 30 mai 2025 relatif au règlement d'emprunt CA 24396. Des commentaires? Cette proposition est donc adoptée. 12.01. Approuver la catégorisation obtenue par les organismes CDC Centre-Sud et Dans la rue en vertu de la politique d'accès au soutien de Ville-Marie, et ce, jusqu'au 31 décembre 2028. Proposé par Mme Moserol, appuyé par Mme Hassan-Cournol. Des commentaires? Cette proposition est donc adoptée. Réunion pour étude et adoption des articles 20.01 à 20.10, proposé par Mme Moserol, appuyé par Mme Hassan-Cournol. 20.01. Approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de St. James the Apostle Anglican Church Montréal et la très révérende Mary Irwin Gibson, évêque de la Corporation de l'Évêque de Montréal, à des fins de parc local, le terrain entourant l'église Saint-Jacques, situé au 1439 rue Sainte-Catherine-Ouest dans l'arrondissement de Ville-Marie, connu et désigné comme étant les lots 6, 665, 551, 6, 665, 552, 6, 665, 553, il n'y en a que 6. 6, 665, 554 et 6, 665, 555 du cadastre du Québec d'une superficie de 10 675,6 pieds carrés pour le prix de 3 202 695 $ plus les taxes applicables, le cas échéant. Numéro de référence 31H05-005-796801, mandat 220028. Autoriser une affectation de 3 202 695 $ net de ristourne en provenance des revenus reportés parc et terrain de jeu. 20.02.
Autoriser une affectation de surplus de 396 221,77 $ net de ristourne et accorder un mandat à la firme IGF Axiom dans le cadre de l'entente VMP 22013 pour assurer la surveillance du projet d'infrastructure comprenant les égouts et l'aqueduc, l'éclairage, la voirie et l'aménagement des futures rues de la Gauchetière entre Wolfe et Alexandre de Sèvres, de la visitation entre René-Lévesque-Est et Vigée, ainsi que de la rue Panet entre René-Lévesque-Est et de la Gauchetière. C'est le site de l'ancienne maison de Radio-Canada. Autoriser une dépense pour un montant maximal de 433 914,50 $, incluant les taxes et les contingences. 20.03. Accorder un contrat d'une valeur maximale de 47 146 $ à l'organisme Service à la famille chinoise du Grand Montréal pour assurer les services de gestion, accueil et animation publique du pavillon et de la place Sun Yat-sen pour une durée maximale de 17 semaines, soit du 25 juin 2025 au 18 octobre 2025, appel à projet. Approuver le contrat de prêt de local par lequel l'arrondissement de Ville-Marie prête à titre gratuit à l'organisme Service à la famille chinoise du Grand Montréal incorporé pour la durée du projet du 25 juin 2025 au 18 octobre 2025, le pavillon Sun Yat-sen. 20.04. Accorder un contrat d'une valeur maximale de 376 433,90 $, toutes taxes incluses, à Cono Sécurité Inc. pour assurer les services de sécurité du centre Jean-Claude Malépart pour une durée de 12 mois, soit du 16 juin 2025 au 15 juin 2026. Appel d'offres public 25 209 87, 8 soumissionnaires. 20.05. Accorder un contrat à Excavation R. Lécuyer et Fils Incorporé pour les services de location d'une pelle hydraulique avec opérateur, entretien et accessoires pour une durée de 24 mois. Autoriser une dépense totale de 976 942,58 $, taxes incluses. Appel d'offres public 25 210 38, 4 soumissionnaires. 20.06. Autoriser la prolongation du contrat accordé à Groupe Marleb Inc. pour une période additionnelle d'1 an, soit du 16 juillet 2025 au 15 juillet 2026, pour des services d'entretien sanitaire pour les toilettes auto-nettoyantes. Autoriser une dépense supplémentaire de 190 444,14 $, majorant ainsi la dépense maximale autorisée à 759 291,98 $, taxes et contingences incluses, appel d'offres public 22 19 220. 20.07. Autoriser la prolongation du contrat accordé à Nordico Inc. pour 1 an, du 19 juin 2025 au 18 juin 2026, pour des services d'opération et d'entretien des fontaines et diverses installations. Autoriser une dépense supplémentaire de 508 110,39 $, taxes et contingences incluses, en majorant ainsi la dépense maximale autorisée à 1 962 993,97 $, taxes et contingences incluses, appel d'offres public VMP 22004. 20.08. Autoriser une affectation de 4 934,42 $ net de ristourne en provenance des revenus reportés parcs et terrains de jeu. Autoriser une dépense supplémentaire de 5 403,83 $, taxes incluses dans le cadre du contrat accordé à Pépinière Rougemont Incorporé pour la fourniture et la livraison d'arbres pour le printemps 2025, majorant ainsi le montant total à 104 822,71 $, taxes incluses. 20.09. Approuver la convention se terminant le 31 mai 2026 avec les Valoristes, coopératives de solidarité, pour soutenir les activités liées à la consigne sociale et accorder une contribution financière de 25 000 $. 20.10. Approuver les conventions de contribution financière pour la tenue des camps de jour municipaux de l'arrondissement de Ville-Marie, se terminant le 30 septembre 2025 avec 6 organismes dans le cadre du programme camps de jour de l'arrondissement de Ville-Marie et accorder une contribution financière totale de 164 308 $ à cette fin. Des commentaires? Cette proposition est donc adoptée. Réunion pour étude et adoption des articles 20.11 à 20.20, proposés par Mme Moserol, appuyés par Mme Hassan Cournol. 20.11. Approuver la convention se terminant le 31 décembre 2025 avec le monastère dans le cadre de l'édition 2025 du Fonds de soutien aux organismes culturels œuvrant dans Ville-Marie et accorder une contribution totale de 13 000 $. 20.12. Accorder un contrat à Les Terrassements Multipaysages Inc. pour l'exécution des travaux d'aménagement des terrains de basket-ball, d'éclairage et d'ouvrage de gestion des eaux au parc Toussaint-L'Ouverture. Autoriser une dépense totale de 2 387 133,11 $, taxes, contingences et incidences incluses, appel d'offres public VMP 25008, 5 soumissionnaires. 20.13. Abroger la résolution CA 24
240-507, approuver la convention se terminant le 31 décembre 2027 avec le Centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine d'Alexandrie dans le cadre du programme de soutien à la mission de base en sport et loisirs, PSMSL, et accorder un soutien financier maximal de 256 503 $. 20.14, annuler la contribution financière de 10 000 $ accordée à Cultivation coopérative de solidarité pour la réalisation du projet Jardinage solidaire sur 4 saisons dans le cadre du Fonds en agriculture urbaine 2025. 20.15, approuver la convention modifiée avec le Centre culturel et communautaire Sainte-Brigide afin de modifier le projet admissible à la subvention, en prolonger la durée jusqu'au 30 juin 2027 et réduire la contribution de 250 000 à 190 000 $. 20.16, accorder à même le budget de fonctionnement des contributions à divers organismes pour un montant total de 20 300 $. 20.17, accorder une subvention de 250 000 $ à la Société de développement commercial Montréal-Centreville pour le déploiement d'un projet de mitigation du chantier Sainte-Catherine-Ouest pour la période se terminant le 30 septembre 2025 en vertu du règlement sur les subventions à la Société de développement commercial Montréal-Centreville pour la réalisation d'activités de mitigation de chantier en 2024-2025, CA 24-380. 20.18, approuver la convention se terminant le 31 mai 2026 avec la Société de développement du quartier latin dans le cadre du programme de propreté 2025, dans le cadre de la stratégie centre-ville et accorder une contribution de 100 000 $. 20.19. Autoriser une affectation de surplus de 100 000 $, approuver la convention se terminant au plus tard le 31 décembre 2026 avec la Société de développement commercial Montréal-Centreville pour la réalisation d'un projet de mitigation de l'ancien édifice L'Abbé du Thon au centre-ville dans le cadre de la stratégie centre-ville et accorder une contribution totale de 100 000 $. 20.20. Octroyer un soutien financier de 145 000 $ à la Société de développement du quartier latin dans le cadre de l'appel à projet pour dynamiser le quartier latin, s'inscrivant dans les objectifs de la stratégie Centre-ville 2030 et dans les priorités des acteurs du quartier. Approuver la convention de la Société de développement du quartier latin se terminant le 31 décembre 2025. Des commentaires? Cette proposition est donc adoptée. Réunion pour étude et adoption des articles 30.01 à 30.05, proposés par Mme Mozerol, appuyés par Mme Hassan Cournol. 30.01, offrir au conseil municipal, en vertu du 2e alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, de prendre en charge la gestion de contrats de services de gardiennage spécialisés dans les lieux ciblés de l'arrondissement de Ville-Marie pour une période de 6 mois dans le cadre de l'appel d'offres public 25-210-33. 30.02, autoriser une affectation de 86 669,86 $ net de ristourne en provenance des revenus reportés parcs et terrains de jeu de l'arrondissement de Ville-Marie afin de financer diverses dépenses reliées à l'aménagement des parcs pour l'année 2025. 30.03, accepter l'offre de l'arrondissement du Plateau Mont-Royal pour les services de l'escouade dédiés aux établissements d'hébergement touristique. 30.04, prendre acte de la reddition de comptes et du partage des excédents pour l'activité concernant le traitement des nids de poules avec une colmateuse mécanisée pour l'année 2024. 30.05, prendre acte du dépôt des rapports sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires système GDD et Simon pour la période du 1er au 31 mai 2025. Des commentaires? Cette proposition est donc adoptée. En réglementation maintenant, réunion pour étude et adoption des articles 40.01 à 40.10, proposés par Mme Mozerol, appuyés par Mme Hassan Cournol. 40.01, approuver des initiatives culturelles, autoriser l'occupation du domaine public et édicter les ordonnances du 16 juin au 19 septembre 2025. 40.02, autoriser la tenue de programmations diverses sur le domaine public, saison 2025, 4e partie A, et édicter les ordonnances. 40.03, édicter une ordonnance concernant la tenue d'événements à la place Radio-Canada du 4 juillet au 8 août 2025. 40.04, édicter une ordonnance concernant la tenue d'événements à l'esplanade de la place Ville-Marie PVM du 10 juin au 10 septembre 2025. 40.05, édicter une ordonnance modifiant l'ordonnance sur les heures de fermeture des parcs numéro 8, conformément au règlement sur les parcs.
40.06, édicté en vertu du règlement sur la circulation et le stationnement, RRVM chapitre C 4.1, une ordonnance fixant la limite de vitesse prescrite à 20 km/h et identifiant comme rue partagée la rue Lalonde entre les rues Panet et de la Visitation. 40.07, édicté en vertu du règlement sur la circulation et le stationnement, RRVM chapitre C 4.1, une ordonnance déplaçant la zone de stationnement réservée aux taxis située sur le côté nord de la rue Saint-Laurent et celle située du côté est de la rue du Havre. 40.08, édicté en vertu du règlement sur la circulation et le stationnement, RRVM chapitre C 4.1, à l'égard de l'arrondissement de Ville-Marie, une ordonnance modifiant le sens de la circulation des rues de Rouen, Gascon, Bercy, Hogan et Montgomery dans le quartier Centre-Sud. 40.09. Accorder une dérogation mineure relativement à un bâtiment dont la hauteur en étage est supérieure à la hauteur maximale prescrite pour le bâtiment situé au 810 rue Saint-Antoine-Est, conformément au règlement sur les dérogations mineures CA 24-316. 40.10. Autoriser l'exercice d'un usage conditionnel résidentiel au rez-de-chaussée relativement à l'aménagement d'un bureau administratif destiné à la gestion des locataires de l'immeuble pour le bâtiment situé au 1245 rue Sherbrooke-Ouest, conformément à la procédure des usages conditionnels du règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie. Des commentaires? Cette proposition est donc adoptée. Réunion pour étude et adoption des articles 40.11 à 40.13 proposés par Mme Mosrol, appuyés par Mme Hassan-Cournol. 40.11, autoriser l'exercice d'un usage conditionnel résidentiel pour le rez-de-chaussée du bâtiment situé au 2055 rue Drummond, et ce, conformément à la procédure des usages conditionnels du règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie. 40.12, autoriser l'exercice d'un usage conditionnel activité communautaire ou socioculturelle pour le bâtiment situé au 1341 boulevard René-Lévesque-Est et 1160 rue Panet. Il s'agit de l'église Saint-Pierre-Apôtre. 40.13, refuser 2 demandes de permis en suspens ayant reçu un avis défavorable du comité consultatif d'urbanisme. Des commentaires? Cette proposition est donc adoptée. Les 3 prochains points sont des avis de motion. Vous allez vite, c'est pour ça, Mme Lemieux. Je pense qu'il me reste encore quelques points, là. Pardon. Alors oui, le 40.14, c'est d'adopter le règlement abrogeant le règlement relatif aux bibliothèques de l'arrondissement de Ville-Marie. C'est un avis de motion et un dépôt. Le 40.15, adopter un nouveau règlement sur le bruit afin de remplacer le règlement sur le bruit, le règlement sur les nuisances occasionnées par des travaux de construction, ainsi que les ordonnances numéro 1, trait d'union 1 et numéro 2 du règlement numéro 4996 sur le bruit. C'est un avis de motion et un dépôt. Le 40.16, adopter le règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie, ainsi que le règlement sur les opérations cadastrales à l'égard du territoire de l'arrondissement de Ville-Marie, en vue d'assurer une concordance au schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal. C'est un avis de motion. Merci. Ça va mieux. Merci. Le 40.16.1, c'est adopter le règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie 01282 ainsi que le règlement sur les opérations cadastrales à l'égard du territoire de l'arrondissement de Ville-Marie RRVM 0.1 en vue d'assurer une concordance au schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal. Il s'agit de l'adoption du projet de règlement. C'est proposé par Mme Mosrol, appuyé par Mme Hassan-Cournol. Des commentaires? Cette proposition est donc adoptée. Le prochain point est également un avis de motion, Mme la maire. Oui, voilà, merci. Le 40.17, c'est d'adopter le règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie à l'égard de la terminologie des établissements d'hébergement touristique et des catégories d'usage. C'est un avis de motion. Et ça nous amène au 40. Ah non, là, c'est vous. Pardon, Mme Lemieux. Je pensais que c'est 70.01. Il reste le 40.1, oui, c'est ça. Le même dossier, soit adopter le règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie 01282 à l'égard de la terminologie des établissements d'hébergement touristique et des catégories d'usage. C'est l'adoption du premier projet de règlement proposé par Mme Mosrol, appuyé par Mme Hassan-Cournol. Des commentaires? Cette proposition est donc adoptée. Merci beaucoup, Mme Lemieux. Et donc, le 70.01, qui est la levée de la séance. Je vous rappelle que la prochaine séance ordinaire du Conseil aura lieu mardi le 8 juillet 2025, ici même à la salle du Conseil. Merci tout le monde pour cette soirée.